Stonewall. Édition spéciale 17 mai. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, soyez les bienvenus dans cette émission. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Alors, à journée spéciale, édition spéciale, en cette journée internationale contre l'homophobie. En effet, même si les rassemblements restent compliqués en cette période de pandémie, nous trouvions intéressant, Pilou, de nous retrouver entre associations ainsi que collectifs pour porter la voix contre les LGBT-phobies en utilisant les ondes pour ce faire. Alors cette année, le thème de la campagne pour la journée internationale contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai, donc Idaho, bien c'est briser le silence. Aujourd'hui, donc 17 mai, nous célébrons cette journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. C'est une journée de fierté partout dans le monde, une journée de mobilisation, car depuis près de 51 ans, donc après les émeutes du Stonewall à New York, eh bien, la défense des droits LGBTI reste plus que jamais un combat. Alors, un combat en France, tout d'abord, où les agressions homophobes connaissent une forte recrudescence, mais aussi un combat pour tous les pays où des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle. Dans 70 États, il faut le rappeler, eh bien, il est encore criminalisé, et 44 de ces États, la loi s'applique aux personnes sans distinction de genre. Même 12 d'entre eux est passible de lapidation, de peine de mort, ou encore même de prison à perpétuité. Alors cette situation n'est pas acceptable, pas plus que les appels à la haine de certains dirigeants politiques, comme c'est le cas notamment au Brésil, par exemple, ou même en Tchétchénie, où les persécutions criminelles ont repris de plus belle. La journée du 17 mai est donc l'occasion de rappeler que la France reste pleinement mobilisée dans la lutte contre la stigmatisation et les violations graves des droits humains dont sont victimes les personnes LGBT+, partout dans le monde. Cette journée a pour vocation d'être un événement rassembleur, de lier toutes les personnes qui se sentent concernées par ce phénomène ou ce combat, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. La journée donc est célébrée dans plus de 70 pays du monde, une victoire qu'il faut tempérer quand même au regard de ces pays, comme je vous le disais, où l'homosexualité est encore criminalisée. Alors, à l'initiative de Louis-Georges Tin, la journée du 17 mai a été choisie en 2004 en référence à l'OMS, qui, le 17 mai 1990, a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Depuis sa création, l'IDAO mobilise l'opinion publique sur les LGBT-phobies au travers de manifestations, de colloques ou d'événements artistiques. Alors, comment briser le silence ? Eh bien, aujourd'hui, pour en parler, tout d'abord, je serai accompagné par mon fidèle acolyte Pilou, que je vois là-bas dans l'attente de pouvoir prendre la parole. Je serai d'ailleurs aussi accompagné par de nombreuses associations, collectifs, et c'est une chance donc de pouvoir les accueillir parce qu'ils œuvrent sur le terrain au quotidien et ils sont au cœur des luttes contre les LGBT-phobies. Donc aujourd'hui, nous accueillons différentes associations, comme je le disais, différents collectifs. D'abord, le collectif Mille et une Cuir. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons l'association Cham France aussi. Bonjour. L'association Flag. Bonjour. Qui garde le silence. L'association Stop Homophobie avec Terence. Bonjour. Bonjour. L'association Transat aussi. Bonjour. L'association Bête Avrim. Bonjour. Et ce magnifique collectif qui est Pochoir pour tous. Alors, je suis vraiment ravi de vous... Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous retrouver tous aujourd'hui. On a eu l'occasion pour certains de nous retrouver dans les entretiens militants. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Alors, avant de parler de toute chose, je pense qu'il serait bien de rappeler ce que sont les LGBT-phobies. Qui c'est qui veut nous en parler un petit peu de ce que sont les LGBT-phobies ? Je pense que Flag serait bien. Oui, allez, Flag. Oui, je pense que Flag serait bien. Mais il a quitté la conversation. Il a coupé la ligne, ouais. Il doit avoir un problème de réseau ce matin. D'accord. Les LGBT-phobies. Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les LGBT-phobies ? Ça a beaucoup évolué. Oui. Elle prend différentes formes. C'est la haine, la provocation, la détestation, la discrimination
des personnes en raison de leur orientation sexuelle et identité de genre, donc lesbiennes, gays, trans, comme tu l'as énoncé tout à l'heure. D'accord. Alors, racisme, xénophobie, islamophobie, le sexisme, les LGBT-phobies et j'en passe. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'on va vers une convergence des luttes? Est-ce qu'on est déjà dans une convergence des luttes? Non. Non? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on est dans une société où beaucoup de gens raisonnent un peu en silo. Et je trouve que les luttes, j'ai pas l'impression qu'elles convergent vraiment. Chacun est dans ses luttes et les luttes entre elles-mêmes ne communiquent pas particulièrement. Surtout quand on voit aussi tout ce qui se passe avec. Moi, je trouve que cette année, l'année dernière, on a vu beaucoup de choses avec notamment, vous savez, les réunions non racisées, en non mixité ou ce genre de choses. Et donc pour moi, je trouve pas que tout le monde œuvre en commun forcément. Je parle pas pour les associations qui sont là. Hein. Je parle par rapport aux différentes luttes contre les différentes formes de haine. C'est de ça dont je parle. Ouais, c'est vrai. Moi, à titre personnel, je dirais que on a eu beaucoup au cours de cette année de preuves que la convergence des luttes, c'est pas encore quelque chose d'acquis, notamment avec tous les débats transphobes qui ont eu dans les luttes féministes et la parole, l'espace public était beaucoup accaparé par des personnes qui excluaient les personnes trans des luttes féministes et donc c'était très très compliqué. Donc moi, je suis lead de l'association Transat, association trans à Marseille, mais néanmoins, il y a quand même de bonnes dynamiques. C'est-à-dire que sur Marseille, par exemple, on arrive à avoir des actions en commun au sein de collectifs féministes. On arrive à avoir des actions en commun avec, par exemple, le syndicat du travail sexuel sur les questions donc de travail du sexe. On arrive à avoir des actions en commun avec des collectifs de personnes racisées. Donc il y a des mouvements en fait qui œuvrent pour la convergence des luttes, même si c'est pas encore facile. Et on a fait une action pour le 1er mai, donc contre la précarité pour les droits des travailleurs, travailleuses, dans une optique féministe. Donc on arrive à construire quand même quelque chose de plus global. Il y a quand même des bonnes volontés, malgré des personnes qui sont très bruyantes et qui peuvent se montrer très transphobes de façon très bruyante. Après la non-mixité, on y reviendra si vous voulez, mais c'est un autre débat. C'est-à-dire que la non-mixité, c'est plus des moments d'auto-support, c'est pas des moments de militance de plaidoyer, on va dire. C'est des moments où les personnes se retrouvent pour parler entre personnes concernées, pour construire une lutte particulière. Il est clair qu'elles n'ont pas vocation à représenter la position d'une association, en fait, les moments non mixtes. Elles ont vocation à relégitimer des personnes qui vivent une discrimination en leur permettant de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose sans avoir à expliquer, ce qui est tout à fait différent. Il y a un temps pour tout, en fait. Voilà. Si je peux réagir, Nour du collectif Mille Queer, simplement en un mot, donc nous on est un collectif queer féministe qui accueille des personnes qui s'identifient comme femmes ou appartenant aux minorités de genre et qui sont issues de l'immigration qu'on dit arabe, à tort ou à raison, mais en tout cas qui englobe le Moyen-Orient, une partie du Moyen-Orient, le Maghreb, etc. Nous, la convergence des luttes, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en étant femme lesbienne, issue de l'immigration, parfois musulmane, on se trouve à l'intersection d'un certain nombre de discriminations potentielles. La convergence des luttes, on la voit de plus en plus, que ce soit parce que nous, on souhaite en tout cas mener avec la même détermination un combat contre la LGBT-phobie, mais aussi pour le féminisme, mais aussi contre le racisme et l'islamophobie. Et il y a des signes qui nous paraissent encourageants. Il y a par exemple la marche des fiertés qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis en juin dernier. Il y a des collectifs comme le collectif Vérité pour Adama qui travaille avec Océan, qui travaille notamment sur la transidentité. Donc on a des signes encourageants, mais il y a encore un travail à faire. On a des personnes dans notre collectif, par exemple, qui peuvent être musulmanes, porter le voile et qui ont subi de l'islamophobie dans la communauté LGBT. On a des militants qui ont travaillé pour l'antiracisme et qui ont été eux-mêmes victimes d'homophobie. Et donc, il y a vraiment un travail à faire. On pense dans la communauté LGBT QI+, pour intégrer aussi ces questions du féminisme, du racisme, de l'antisémitisme, et aussi
dans les quartiers militants contre le racisme, sur la question des quartiers populaires, d'intégrer aussi les questions sur les LGBT-phobies. On parle, si je peux me permettre de prendre la parole. Bien sûr. Alors, c'est juste pour être dans la continuité déjà de la redéfinition du concept, parce qu'en fait, déjà, nous, Charms France, l'association Charms France pour la défense des droits des personnes LGBT issues du Maghreb du Moyen-Orient, c'est vrai qu'au fil des permanences, on a vu que la double discrimination est toujours présente. C'est vrai qu'en fait, on subit la double discrimination du racisme et de la LGBT-phobie. En fait, là, en fait, on allait organiser une table ronde sur la question avec David et Jonathan, avec le Bit Avalim, SOS homophobie, SOS racisme, sur cette question-là à l'Institut du monde arabe, mais malheureusement avec la pandémie qui a été reportée. Et c'est vrai, mais après, c'est vrai qu'en fait, ce qui est intéressant, nous, en fait, on étant une association qui œuvre sur la question LGBT-phobie, on reçoit beaucoup aussi de personnes, en fait, qui ne vivent pas forcément de la LGBT-phobie dans leur milieu sociaux, c'est plutôt, en fait, vraiment la question du racisme qui revient tout le temps. Et c'est vrai aussi, nous, en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'islamophobie, je pense que là, dans cette émission, mais aussi l'antisémitisme qui est toujours présent aussi, qui est, en fait, pas forcément de notre communauté, en fait, c'est de la méconnaissance de l'autre culture qui fait, en fait, les gens ont peur, les gens font le lien aussi entre ce qui est juif, ce qui est d'Israël et tout ça. Et je trouve aussi, c'est que nous, on doit faire un travail de pont. Et on a commencé avec le Bit Avalim. Et nous, en fait, là, un simple exemple, hier, malheureusement, je n'ai pas arrêté depuis le matin avec Urgence Homophobie pour trouver de l'aide aux gens qui sont là-bas. Parce qu'en fait, aussi, le problématique, nous, en étant association française pour les personnes du Maghreb et en Orient, on reçoit beaucoup de gens qui sont d'ici, qui issus de l'immigration, comme plusieurs. On a eu le public aussi nouvellement arrivé comme moi. Et il y a eu d'autres publics qui est l'autre côté de la Méditerranée qui en souffre énormément. Et c'est vrai que c'est le gros problème, nous, qu'on doit faire à Champs France maintenant, c'est au sein de notre communauté même, en fait. Un simple exemple, c'est la formation des imams de France sur la question de LGBT. Et là, j'espère, avec la Fondation d'Islam de France, on fera quelque chose sur cette question-là, parce qu'on se dit, oui, c'est bien de faire des petits événements et tout ça, mais en fait, nous, on n'est pas visible. Et il faut vraiment nous rapprocher de notre communauté d'une manière ou une autre pour pouvoir, en fait, lutter contre la LGBT-phobie. Et les imams, je pense qu'ils pourront vraiment, c'est un public qui peut faire quelque chose. Et ça, c'est vrai qu'en fait, quand le veuille, Charms France, c'est une nation laïque, mais je l'ai beaucoup appris du Bit Avalim et de David et Jonathan qui m'ont vraiment aussi apporté beaucoup d'outils, en fait, de terrain pour vraiment lutter contre l'homophobie. Et c'est très important aussi en parlant juste pour lutter contre la LGBT-phobie. Certes, nous, on est association LGBT, on reste entre nous et là, nous, Charms France, et pour être honnête avec vous, on trouve beaucoup d'aide au sein d'autres associations qui ne sont pas du tout LGBT. Un simple exemple, Women Safe, dans le 78, SOS Femmes en danger, le 115, le 119, qui est en fait un numéro d'urgence pour les enfants en détresse. Et c'est vraiment, c'est des structures qui nous aident, qui ne sont pas du tout LGBT. Et au sein de notre communauté LGBT, en fait, on n'a pas d'aide, en fait. Où chacun essaie un peu, si vous voulez, avoir un monopole de son côté. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est en étant ensemble qu'on va réussir. Hier, juste, en étant en discussion avec Urgence Homophobie, en 2 minutes, on a trouvé des solutions pour 2 personnes qui étaient perdues. Et c'est vrai que ça sert énormément d'être ensemble et de créer vraiment un collectif LGBT, que ça soit, parce que là, par exemple, les 2 personnes qui en parlaient avant moi, je ne les connaissais pas du tout avant. Je ne savais pas du tout, et ce qu'ils faisaient apparemment, c'est très important ce qu'elles font. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour, on a beaucoup de choses à faire, en fait. Énormément. Oui, en fait, et juste en fait, ça fait 6 mois qu'on existe, donc c'est normal. Mais on sera ravis de vous rencontrer. Oui, pareillement, hein, de toute façon, quand j'ai suggéré l'idée de faire une table ronde pour le 17 mai, lors de l'entretien militant qu'on a pu faire à l'association Transat, donc sur Radio les Enfants de Stonewall, eh bien, en fait, l'idée, c'était aussi de nous permettre de nous rencontrer, en fait, de profiter de cette table ronde-là pour
tout simplement pouvoir parler de nos différentes activités, pouvoir mettre en place des ponts, parce que je racontais notamment lors de cet entretien-là que à Transat, nous à Marseille, on reçoit beaucoup de personnes trans qui sont en fait migrantes. Alors bien sûr, on travaille en partenariat avec et demandeuses d'asile, et donc on travaille en partenariat avec un groupe de parole qui est hébergé par Aide, qui permet de les aider dans les démarches pour les demandes d'asile et dossiers avec l'OFPRA, etc. On travaille aussi avec Urgence Homophobie, mais il arrive parfois qu'on soit dépassé en fait par certaines demandes en fait. Si on avait plus de contacts, par exemple avec Shams, je pense qu'on arriverait mieux à trouver des solutions pour des personnes qui parfois nous appellent en fait de l'autre côté de la Méditerranée et nous demandent qu'est-ce que je peux faire dans ma situation pour avoir un traitement hormonal ou pour parler à d'autres personnes dans la même situation que moi, ou comment je dois faire pour éviter de me faire arrêter par la police. Enfin, ce genre de questions-là qui sont extrêmement dures à traiter pour nous, qui sommes en fait une association trans plutôt localisée donc sur Marseille et la région PACA, donc on n'est pas forcément formé aux problématiques de droit international. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Après, il faut juste savoir que malheureusement pour la question de transidentité, le traitement hormonal n'existe pas. Non. Il n'y a qu'au Liban que ça peut commencer, mais à part ça, il n'y a pas malheureusement de traitement dans tous les pays avoisinants. Pour un flux d'informations. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais apparemment, il y a des personnes qui arrivent on a déjà eu des personnes qui avaient réussi à se procurer un traitement hormonal, notamment au Maroc et en Algérie. On a déjà eu des témoignages. C'est ça. Suivi compliqué. C'est ça. C'est le suivi qui est inexistant et en fait les personnes prennent des hormones sous le manteau et c'est compliqué. On n'arrive pas vraiment à savoir. Il faudra qu'on en discute, savoir quelles sont les possibilités en fait, comment on peut faire face à des personnes qui sont dans cette situation pour essayer de trouver la solution la moins pire. Parce que spontanément, même en France, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir un suivi parce que les médecins refusent. En fait, ça c'est un bel exemple de LGBTI-phobie. Le refus de soins pour les personnes trans, c'est-à-dire que la personne vient, normalement elle a le droit de disposer de son corps, de demander un traitement hormonal si elle en a besoin. La plupart des médecins vont soit rediriger vers des équipes, des protocoles psychiatrisants qui vont en fait imposer à la personne de rentrer dans un carcan normatif et la forcer à suivre une psychothérapie pendant plusieurs années avant de lui accorder quoi que ce soit, et encore c'est pas sûr, soit vont accepter de prendre en charge mais sous réserve que la personne ait une attestation psychiatrique, soit carrément refuser de prendre en charge la personne et la laisser comme ça sans traitement hormonal. Donc on se retrouve même en France avec certaines personnes qui prennent des hormones en les achetant sur internet ou via des réseaux d'entraide et de solidarité, et qui se retrouvent sans suivi médical. Et donc il y a des ressources en fait d'autosupport où on s'échange les infos sur les traitements médicaux, sur il y a de la documentation associative en fait à ce sujet-là. Donc on est capable, de toute façon les données médicales elles vont pas changer d'un pays à l'autre, donc ça on est capable de les fournir, mais ça n'enlève pas tout ce qui est le côté autosupport de proximité, c'est-à-dire que par exemple on n'a aucune idée de savoir si une personne, je sais pas moi, en Algérie peut aller frapper à la porte d'une association pour mettre le pied dans un réseau d'entraide, pour avoir accès à des hormones de façon pérenne via une communauté d'entraide, et faire en sorte qu'elle ait des personnes, qu'elle soit entourée finalement de personnes qui puissent assurer son suivi à défaut d'un suivi par un professionnel de santé, quoi. C'était très intéressant que tu as parlé de l'Algérie. L'Algérie, il faut savoir qu'il n'y a aucune association vraiment qui a un local, ça n'existe pas. Il faut savoir en fait d'un pays arabe, du Maghreb, du Moyen-Orient, chaque pays a sa manière de fonctionner. C'est que la position la situation des personnes LGBT au Maroc est complètement différente de la situation des personnes LGBT au Liban. Et parce que nous, avec notre regard occidental, si vous voulez, en fait, on voit lui, c'est toute la région MENA, Moyen-Orient, Maghreb, c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Nous, on travaille beaucoup d'Algériens qui vont au Maroc. Le Maroc, il y a quand même des associations qui ne sont pas LGBT, qui se cachent derrière un autre statut pour pouvoir travailler sur le public. Alors, n'hésitez pas à me renvoyer. Moi, je pourrais vous donner des liens. Ok, merci beaucoup. On n'y manquera pas parce que on a parfois des sollicitations et on est assez embêté de ne pas pouvoir donner une information exacte, la plus exacte possible en fait. Donc merci beaucoup.
Je vois juste que l'association Flag a réussi de nouveau à nous rejoindre. Si il voulait prendre la parole, décidément, on a du mal à la voir. Allô, allô. Je crois que votre micro n'est pas allumé. Flag, Johan, tu n'entends pas? Non, il n'entend pas, mais Il n'entend pas. On n'entend pas, oui, c'est malheureusement, on n'entend pas. Ouais, Flag, on vous entend mais pas. je vois que le micro. Ouais. Alors, est-ce que le micro est allumé? Là, j'ai. Ouais. Ah, je crois qu'il a conscience qu'on l'entend pas. Oui. Ouais. Il doit nous entendre, lui. C'est bien dommage parce que je suis sûr qu'il y avait plein de remarques intéressantes à Moi, nous donner. Moi, je voudrais réagir, en fait, d'abord à Shams France. Je peux ou pas? Bien sûr. Bah oui. Shams France, s'il y a un manque de relations et de ponts entre les associations, ça vient des associations. Hein. Et parce que nous, personnellement, on ouvre l'ouverture à tout le monde. Et en fait, les associations, comme la personne, je ne me rappelle plus son prénom, l'a expliqué tout à l'heure, malheureusement, elles ont des spécificités qui font que donc l'ouverture ne peut pas se faire pour différentes raisons. Nous, par exemple, nous sommes une association totalement mixte. Nous n'avons pas de politique, la politique ne nous intéresse pas, c'est la victime qui compte, les personnes que nous devons aider, etc. Donc, il y a des gens qui ne correspondent pas avec nous, qui ne veulent pas du tout travailler avec nous, donc c'est pas qu'on ne veut pas. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsque vous avez mis contact avec Urgence, soudainement, tout a fonctionné. Mais nous aussi, on a des partenariats, je vous rassure, avec des associations comme Flag d'ailleurs, mais qui Flag, parce qu'elle est association qui travaille à l'intérieur de la police ou de la gendarmerie, va automatiquement être de toute façon discriminée elle-même. Donc comment voulez-vous qu'il puisse y avoir un accord entre toutes nos associations et alors Transat, bien sûr que la situation Transat, je suis totalement dans tout ce que tu as dit. Nous aussi on a beaucoup à faire en fait à des personnes qui sont réfugiées, etc. On en a beaucoup. Et par contre, si une personne trans en France a un problème, a un traitement, il suffit qu'elle nous contacte. On va intervenir immédiatement. N'importe quelle association peut intervenir. Hein. Si une personne est censée avoir un accès à son traitement et qu'elle a un refus, ou que ce soit en France, on va agir tout de suite. À l'étranger, certainement, évidemment, là je comprends, mais pas en France. Hein. Il suffit qu'on nous prévient et on agit. Par contre, je voudrais poser une question, moi, concernant, donc toujours Transat. Si une personne trans veut avoir accès à un traitement, quand même, d'après ce que je comprends dans le processus, il faut quand même passer par un accord de médecin, c'est ça? En fait, ce qui va bloquer, c'est que beaucoup de médecins, et on ne peut pas y faire grand-chose, vont se dire « je ne suis pas compétent pour prendre en charge des personnes trans, je refuse donc, à défaut de compétences, de le faire », alors que sur le papier, ils en ont le droit. Hein. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir des médecins généralistes qui peuvent tout à fait prescrire un traitement hormonal à base d'œstrogène, ils le font pour des femmes cisgenres, mais refuser de le faire pour des femmes transgenres, parce que comme la personne est transgenre, tout de suite, ils vont se dire « ça relève d'un champ de compétences que je n'ai pas, etc. » Donc, ils vont se dédouaner et dire je ne suis pas spécialiste, or il existe des spécialistes, ces spécialistes sont dans des équipes protocolaires qui sont en hôpital public, or on sait depuis longtemps que ces équipes protocolaires n'ont pas de bonnes méthodes, que leurs méthodes de prise en charge ne sont pas bonnes puisqu'elles ne respectent pas l'autodétermination de la personne, elles ne respectent pas l'identité de la personne telle qu'elle-même connaît son identité. Ce sont des méthodes qui vont se baser donc sur une psychiatrisation très importante puisque la personne va devoir obligatoirement passer par le psychiatre de l'équipe pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc où tous les médecins se réunissent et disent ok c'est bon, on donne le feu vert à la personne. Et pour donc ça ils la vont loi. En fait, ça, c'est le mais non, ça c'est pas la loi. Ça Okay. c'est le protocole Cordier qui était la loi avant, qui a été invalidé par la Cour de cassation en 2008. En 2009, la Haute Autorité de Santé a sorti un rapport sur le transsexualisme, mot d'ailleurs que nous on rejette complètement. Hein. Mais bref, ce rapport-là est un rapport qui est tout à fait consultatif. La loi, elle, ne prévoit aucune disposition en fait là-dessus. Et puisqu'elle ne prévoit aucune disposition, c'est le droit général qui prévaut, et donc il ne devrait pas y avoir de discrimination. Et toute personne devrait pouvoir accéder à un traitement hormonal
comme une personne cis, hein, de la part d'un endocrinologue, d'un généraliste ou d'un gynécologue. C'est le droit général qui devrait prévaloir. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe sur le terrain. Et quand on discute institutionnellement, en fait, avec les médecins, avec la sécurité sociale, parce qu'il y a aussi toute la question des demandes d'ALD, eh bien, on nous renvoie à chaque fois sur le protocole Cordier, dont on explique que d'un point de vue juridique, il est totalement consultatif et donc ne peut pas avoir une valeur de protocole, mais il s'en tamponne et on a de gros blocages là-dessus. Et c'est très difficile, en fait. On peut pas travailler là-dessus au niveau de la loi, justement? On peut pas travailler là-dessus? Si, on peut, mais c'est long, c'est difficile, il faudrait faire une contre-proposition et on est en train, évidemment, d'y travailler. Et d'ailleurs, on a besoin d'aide, hein, donc... on a ce qu'il faut et on a les avocats partout dans le monde, hein. Parce que là, j'entends Shams, on en a au Maroc, hein, des avocats, hein. La jeune acteur qui a été lynché il y a quelques jours. C'est réglé. Je sais, mais on pourrait faire, c'est déjà, ça serait bien qu'on se rende compte parce que. Oui. Parce qu'en fait, on va pas faire une guerre associative parce qu'en fait, nous, une petite association, parce qu'automatiquement, quand il y a des grosses associations qui nous mangent, on peut pas forcément exister, nous aussi. Comme c'est une volonté aussi de ne pas montrer notre spécificité de plusieurs associations, on va en parler. Si, au contraire, on a besoin de vous. Cham, justement, si vous estimez que les associations ont des lacunes, justement, parce que tout à l'heure, vous avez dit 115, 119, bon, moi, je vous assure que moi, j'ai des appels du 115. Hein. C'est que le 115 m'appelle pour me dire, là, je rejoins Transat, j'ai des appels du 115 parce qu'il y a des personnes trans qui sont mises à la rue, dans le 115, ils ne sont pas à même. Alors là, je reviens sur Johan de Flag, qui combien de fois m'a aidé là-dessus. Alors, vraiment, donc le 115, 39, 19 aussi, j'ai eu violence conjugale d'hommes mis à la rue la semaine dernière, ils n'ont pas pu m'aider. Et c'est le réseau Entraide LGBT qui a fonctionné. Donc, je vous nous, malheureusement, après, nous, avec les associations, avec c'est le Ravad, Flag, on a découvert, je connaîtrais, on a Mekiel aussi, là, nous, le problème, c'est d'exister. C'est que nous, les associations comme ça, racisées, si vous voulez, malheureusement, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Oui, moi, malheureusement, on est français, mais on n'est pas français, on le rappelle tout le temps. Hein. C'est pas une histoire de français, c'est une histoire de vrai pour l'international. Nous, on œuvre à Oui, mais nous, je te parle, nous, Shams France, c'est une association française. Ce n'est pas une association marocaine et algérienne, c'est une association française pour les Maghrébins et Moyen-Orientaux vivant en France. Bien sûr, quand il y a quelqu'un du Maroc qui est en détresse ou d'Algérie qui nous contacte, on essaye de l'aider, comme vous l'avez fait aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de faire avec ce qu'on peut. Mais souvent, en fait, on nous rappelle toujours, oui, mais vous n'êtes pas français. Souvent, en fait, c'est vrai. Eh ben, en fait, nous, on devrait travailler justement. On a besoin de tout le monde. Vraiment, on a besoin même de nous. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il nous manque ça aussi. On a besoin d'avoir cette ouverture encore à plus de choses, vraiment, effectivement. Et nous, on peut faire tous ensemble les réseaux. Et Shams, on peut faire un gros poids aussi, par exemple, pour l'entrée des réfugiés. Parce que j'ai beaucoup de demandes, si justement les associations, même petites, soi-disant, tout le monde se rassemblait, on aurait un poids pour faire rentrer. Moi, je vais beaucoup avec le problème, je vais beaucoup au Liban, je vais beaucoup en Afrique, beaucoup, parce que moi, je suis d'origine libanaise, arménienne, donc je vais beaucoup. Et je fais j'ai beaucoup de problèmes avec les rentrées en douane, etc., aux frontières, pardon, douane. Pas du matériel, mais donc nous on pourrait avoir du poids tout ça ensemble. Mais en fait le problème aussi, il faut savoir que l'ARDICH aussi c'est un grand support. L'ARDICH ils ont des unités administratives, ils sont là. Il faut savoir aussi c'est que faudrait que l'ARDICH ils ont quand même plus de 20 ans d'existence, ils ont tous les documents qu'il faut. Voilà. Ils sont saturés, on va les aider. Alors, il faut qu'on travaille avec l'ARDIS, alors il faut qu'on aille voir là. Enfin, moi, je travaille beaucoup sur le problème des réfugiés. Maintenant, c'est absolument mon truc là-dessus, maintenant, à fond. Après, nous, le problème aussi, il faut savoir que quand une association rentre dans l'aide aux réfugiés LGBT, nous, ce qu'on a commencé à faire depuis 2016, on a été submergés par les demandes, alors on a oublié la structure. Il faut savoir aussi l'association, dès que, par exemple, nous, on a fait une table ronde sur la question de la radicalisation des personnes LGBT. En 2018, dans les cabinets de Madame Schiappa. Non, mais ça a commencé avant. Ça a ouvert les portes, c'est un sujet très important, mais on en a parlé, mais je vais pas dire, voilà. C'était en fait Madame Schiappa qui nous a ouvert les portes du ministère. On a galéré pendant 1 an pour la mettre en place. Ils me disent, mais Yacine, non, ça n'existe pas, la radicalisation des personnes LGBT. Oui, les gens, quand ils souffrent, ils font n'importe quoi. Oui.
Oui, ils font n'importe quoi. Ils reproduisent des discriminations Complètement. sur d'autres communautés. Ils se les Complètement. infligent à eux-mêmes. Ah. C'est pour ça qu'on a des problèmes à travailler ensemble. Hein. C'est qu'en fait, C'est on ça, a. en fait. Nous, quand par exemple j'ai soulevé ce problème-là, ça nous a pris du temps pour le faire. Automatiquement, nous, on a communiqué dessus, mais les gens n'ont pas forcément relié l'information. Nous, les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Et c'est maintenant, 2020, qu'on commence à relier des articles, des choses. Ah oui, lui, il s'assume pas parce qu'il est gay. Elle a fait ça parce que, voilà. Et c'est ça, en fait, qui est gênant, c'est que des associations comme, voilà, nous, quand on relie quelque chose, personne ne le relie forcément. Et puis, par exemple, voilà, il faut soutenir, par exemple, quand je parle aux journalistes, je dis, bah, écoute, ça serait bien de faire un article sur Shams France pour vraiment donner les contacts aux gens de Shams. Mais non, mais il y a aussi pour nous donner des témoins. Mais ne contactez pas que les journalistes, contactez les autres assos. Moi, il fallait par exemple m'envoyer un email. Moi, je suis très intéressé par ça. Moi, quand je vois par exemple dans la presse justement tout ce qui se passe au Cameroun ou justement en Afrique, je relais immédiatement. Donc, il suffit de contacter les autres assos et de leur donner ces informations. Et elles sont partout, ces assos. Vous étiez invités. Ah bon? Que ce soit Flag, tout le monde a été invité à la table ronde au ministère. Écoutez, alors maintenant vous avez mon numéro, si vous voulez. Après, alors l'intérêt de cette Flag, ils étaient m'ont répondu, Michael il m'a répondu. Non, tout le monde a été invité. Le problème avec ça, c'est aussi que on est parfois en province. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris et beaucoup de convergences des luttes. J'ai l'impression qui se passent sur Paris. C'est clair que nous, on est plutôt une association locale, donc ça va compliquer les choses pour agir au niveau national, étant donné la centralisation du pouvoir politique en France. Il y a cet aspect-là aussi. Mais effectivement, sur Paris, il y a aussi des assos trans avec lesquels nous, on essaie de travailler en réseau aussi, même si c'est compliqué, parce que ça, j'aimerais pouvoir un petit peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis du fait d'aller intérioriser des LGBTI-phobies, c'est-à-dire une personne trans qui, par exemple, va tenir des propos transphobes parce que la société étant transphobe, elle va avoir intériorisé comme normal la transphobie, ou une personne trans qui peut avoir des propos racistes parce qu'elle aura intériorisé le racisme et qu'elle n'aura pas interrogé le racisme n'étant pas concernée par cette question-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, même étant soi-même marginalisé, pouvoir marginaliser et stigmatiser d'autres personnes. Et c'est ça qui va empêcher le dialogue. Il y a ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est tout cet aspect traumatisme, en fait. À force de subir des LGBTI-phobies, les militants eux-mêmes sont traumatisés. C'est pour ça que certains militants ne vont pas du tout vouloir travailler avec le Flag. Parce que, par exemple, ils auront pu être victimes de violences policières et vont se dire tous les policiers potentiellement se rendent dangereux pour moi, donc je ne vais pas pouvoir du tout travailler avec une association de policiers. Donc on a aussi ces problèmes de traumatisme qui font que la gestion et les moyens choisis pour lutter seront différents d'une association à l'autre, et qu'il y a certaines associations qui, étant sur une ligne politique et de moyens d'action plus durs, on va dire, vont refuser de travailler avec certaines autres parce que ce ne serait pas bien. Enfin, nous, dans les milieux trans, on a beaucoup ce problème-là, d'associations qui ne veulent pas discuter avec les médecins car les médecins sont transphobes. Certes, les médecins sont transphobes en général parce que la plupart du temps, ils sont ignorants, donc ils reproduisent de la transphobie par ignorance, mais ça ne veut pas dire, et quand bien même ils seraient transphobes de manière assumée, qu'on ne peut pas parler avec eux. Parler avec eux ne fait pas de nous des collaborateurs. Non, au contraire, si on parle avec eux, c'est pour éviter qu'ils soient encore plus transphobes. Et donc, certaines associations vont refuser de travailler avec d'autres associations sous prétexte qu'elles dialoguent et seraient donc complices. Et on va avoir beaucoup ce problème-là dans les milieux trans. C'est un gros souci pour s'organiser collectivement. Parce que moi, peut-être laisser la parole à l'association Flag, voilà. Parce que je pense qu'il a des choses à relever ou à dire par rapport à ce qu'il vient d'entendre, parce qu'on a tous entendu. Oui, après, c'est pas la position de Transat. Hein. Nous, justement, si on est là, c'est que vraiment, nous, on est vraiment à 100% pour le dialogue. Mais c'est des problèmes qu'on a déjà eu par le passé pour je pense la coordination. De toute manière, il n'y a rien de plus. Je pense qu'il n'y a rien de plus discriminant que quelqu'un qui a été discriminé. Donc, les a priori, on les véhicule tous. Donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir le retour de Flag. Alors, effectivement, vous m'entendez du coup, le micro? Oui. C'est parfait. Oui, parfait. Ouais. Donc, effectivement, c'est un souci qu'on a eu régulièrement avec les assos trans en particulier, parce que effectivement, le dialogue a été compliqué au début. Il tend à revenir, puisque Flag est parmi
les militants en interne des personnes transgenres, parce que voilà, les policiers sont issus de la population générale, hein, donc ils ne sont pas différents des autres. Et on a aussi parmi nos effectifs des personnels transgenres. Et depuis maintenant 5 ans, FLAG travaille en interne à établir des politiques RH adaptées, puisque contrairement aux métiers classiques, on a nous des particularités comme les vestiaires, comme le port du gilet pare-balles, comme le port de la tenue, où il y a des tenues différentes, parce que la poitrine, on aura un gilet pare-balles adapté, parce qu'elle doit s'adapter à la morphologie de la personne. Et donc, en interne, on a réussi à travailler ces politiques-là. Et maintenant, il est clairement écrit, en particulier pour les personnes transgenres, qu'une transition se passe dans le temps de l'agent et pas dans le temps administratif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne transgenre va annoncer sa volonté de changer de genre, l'administration ne va pas dire « Ok, on va prendre l'exemple par exemple de homme vers femme. Ok, vous voulez faire la transition, ok, à partir d'aujourd'hui, vous l'avez annoncé, on vous considère comme femme. » Non, parce que la personne transgenre n'est peut-être pas encore dans cette dynamique-là de bascule complet, ça prend du temps. Le changement de vestiaire aussi, on ne va pas attendre le changement d'état civil, on ne va pas attendre l'opération éventuelle qui n'est même plus obligatoire. C'est à partir du moment où vraiment la personne va se sentir prête à franchir cette étape, changer de tenue, changer de vestiaire, changer de prénom, que l'administration ne va plus se cantonner aux règles administratives de la case l'état civil a été statué, le tribunal de grande instance a statué, non. L'agent demande, l'administration doit se plier à la volonté de l'agent au moment où il le demande. Et ça, c'est énormément important. Et c'est FLAG, pour le coup, qui a porté cette parole-là, y compris pour la prise en charge des personnes transgenres lors d'arrestation, parce que les personnes transgenres, comme toute population, peuvent être auteurs de délits et d'infractions. Ça ne présume pas une innocence de fait. Et donc là aussi, on a travaillé en interne. On a maintenant des textes écrits au niveau de la police nationale. Une personne transgenre sera palpée, fouillée par le genre qu'elle souhaite. Donc si la personne se reconnaît comme femme et se déclare comme femme, même si elle a sur sa carte d'identité un prénom masculin, même si elle n'est pas opérée, même si l'état civil n'est pas changé, à partir du moment où elle va déclarer se ressentir femme, c'est une femme qui prendra le relais derrière au niveau de la palpation de sécurité, au niveau des fouilles et au niveau de la procédure en tant que telle. Et l'encellulement, s'il doit y avoir encellulement lors de garde à vue, la personne sera encellulée dans le genre dans lequel elle se déclare et pas dans le genre présent sur la pièce d'identité et pas dans le genre déclaré sur l'opération ou non. Donc voilà, FLAG est peut-être issu de policiers et de gendarmes, ce qui est plus complètement vrai maintenant, puisqu'on a également les pompiers, on a également les personnels des préfectures, les magistrats. Voilà, FLAG s'est vraiment étendu sur les 2 ministères, donc c'est plus que des policiers et des gendarmes. Mais c'est justement parce qu'on est en interne, parce qu'on a la possibilité d'interpeller nos hiérarchies, d'interpeller nos décideurs en interne, qu'on peut faire évoluer les questions et les doctrines d'emploi pour les publics plus fragilisés, plus en minorité, pour lesquels la loi n'a pas forcément tout prévu, parce que ces questions-là, dans les années 70, 80, 90, quand le code pénal a été établi, les questions des personnes LGBT, c'était pas du tout à l'ordre du jour à l'époque. D'ailleurs, c'était encore médicalement un problème en termes de reconnaissance, etc. Donc c'est justement le boulot que fait FLAG en interne et en lien avec les autres associations, pouvoir porter les difficultés en interne, de trouver des solutions, parce que c'est aussi le point fort que l'on a, c'est qu'on est à la fois externe et interne. Donc on peut entendre toutes les revendications des associations et elles sont complètement légitimes. Maintenant, on a aussi une administration qui est lourde, qui a ses contraintes administratives. Un exemple simple, quand les assos demandent que tous les policiers soient formés, oui, ok, on est d'accord. Il y a 250 000 policiers et gendarmes en France. Il est utopique de croire qu'en claquant des doigts, en 2 heures, le lundi matin, tout le monde sera formé. C'est juste techniquement impossible. Mais c'est ce que FLAG s'applique à faire. Mais nous, on le fait, mais du coup, on applique des méthodes, ou en tout cas, on va proposer des solutions qui vont être à la fois adaptées à l'environnement administratif dans lequel on évolue, aux contraintes de la police, d'un point de vue structurel. La police, c'est à travers le monde entier, donc des décalages horaires, avec des heures de travail ou des agents en journée, des policiers en soirée, des policiers de nuit. Il y a un moment, on ne peut pas dire, lundi matin, 11 mai, 9h, tous les policiers et tous les gendarmes de France vont avoir une formation sur l'LGBT-phobie, et à 11h du matin, ils seront tous formés. C'est utopique et impossible. Par contre, la solution qu'on a proposée, c'est d'intervenir dans les écoles. C'est dans le cas du 17 mai, du 1er décembre, tenir des stands dans les commissariats, dans les unités, pour aborder ces sujets-là. Et on sait que ça prendra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais à terme, tous les policiers maintenant qui sortent d'école et les gendarmes aussi vont suivre 2 heures de sensibilisation de FLAG sur la LGBT-phobie. Donc oui, ça prendra peut-être 4, 5, 6 ans, parce qu'il faut le temps du cycle. Mais à terme, il faut que tous soient formés. Et maintenant, on sait que tous ceux qui passent en école,
tous les nouvelles recrues sont formées. Et c'est aussi eux qui, dans leurs unités, vont pouvoir aussi rappeler la parole, rappeler les nouvelles méthodes qu'ils auront appris. Et effectivement, ça ne va pas aussi vite que les assos le voudraient, et nous les premiers d'ailleurs, hein. Mais à un moment, on a une contrainte d'organisation, une contrainte administrative qui fait qu'en claquant des doigts, c'est pas faisable. Juste en parlant d'organisation, je voulais juste donner la parole à une structure qui est sous une autre forme d'organisation. On voit de plus en plus de collectifs apparaître. Pilou, je suis désolé, je voulais juste répondre brièvement pour la cohérence du propos à Flag. Je vais pas être long. On est très 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 heureux d'entendre ça et vraiment, je pense que c'est très très important ce que vous faites. Enfin, moi, j'en doutais pas. On a une major de terrain à Marseille qui fait un super taf pour Flag, donc vraiment, n'en doutez pas. Par contre, du coup, je voulais juste revenir sur l'encellulement. En fait, il y a quelque chose qui est un peu plus délicat, il me semble, mais je pense que peut-être vous en avez déjà réfléchi en interne. Mais dans le cas d'un homme trans, donc qui s'identifie homme, si on le met dans une cellule avec des hommes cis et qu'ils ne le reconnaissent pas en tant qu'homme et qu'ils commencent à se poser des questions, on peut aussi le mettre en danger. Donc il y a cette double contrainte, il nous semble, vraiment, de respecter l'identité de la personne, en même temps pas la mettre en danger, en la mettant dans une cellule où elle sera collectivement avec des personnes qui sont certes de son genre, mais qui, étant cisgenre et non sensibilisées comme l'ensemble de la société, sur la transidentité, qui risquent tout simplement de se montrer agressif envers elle. Voilà. Donc je voulais juste vous faire cette petite remarque pour que vous puissiez y réfléchir. Alors là aussi, effectivement, on a déjà réfléchi, mais après il y a le problème purement physique, c'est qu'à un moment, quand il y a des commissariats où il n'y a que 2 cellules, et une cellule pour les hommes, une cellule pour les femmes, on ne va pas pouvoir mettre un policier ou 2 policiers pour bloquer un bureau pour surveiller qu'une seule personne. Il y a un moment, factuellement, la police est aussi en sous-effectif, et donc faut faire le moins pire. C'est du coup des questions qui sont maintenant plus ou moins prises en compte dans la création, dans la rénovation des commissariats. Parce que le problème du manque de cellules, c'est une vraie difficulté. Voilà, il suffit qu'on ait un homme, une femme et un enfant. Et typiquement, il faut 3 cellules. Donc, sur les unités où il n'y a que 2 cellules, ça pose des difficultés. Donc, voilà, là encore, on ne va pas pouvoir changer demain, 11 mai, rénover tous les commissariats de France pour créer des cellules de garde à vue supplémentaires. Donc, effectivement, ça prend du temps. Mais en tout cas, ces questions-là s'intègrent au fur et à mesure dans les rénovations, dans les créations d'unités, pour justement répondre à l'ensemble de ces cas particuliers. Donc, oui, Pilou, tu voulais dire quelque chose, oui. Ouais, je vais reprendre, puisque là, on parlait d'organisation. Il y a d'autres structures militantes qui ne sont pas forcément sur une structure associative, mais plutôt sur des collectifs. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de collectifs. On en a 2 à l'antenne, mais en tout cas sur Radio Stonewall, on en a déjà eu d'autres, comme le collectif Main Paillette. Je crois que le collectif Choix pour tous voulait prendre la parole. C'est une autre forme de militantisme, mais je pense qu'il y a aussi son importance. Si on parlait de pouvoir centraliser sur Paris, je crois que le principe même du collectif, c'est aussi de s'exporter. Je crois que vous allez pouvoir mieux nous en parler. Allez, je vous donne la parole. C'est très gentil. Léa, tu me permets de répondre en notre nom. En fait, vous avez tous, les uns puis les autres, abordé énormément de sujets passionnants. Et nous, on est associatifs dans le sens où on est des citoyens et on a pris une initiative citoyenne. On n'a pas la structure d'association. Néanmoins, les sujets sur lesquels on travaille, ce sont les mêmes que ceux que de nombreuses associations défendent. Et en cela, la chose à laquelle on travaille le plus, c'est de créer du dialogue et d'échanger de l'information. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui proviennent de la méconnaissance de certains sujets. Voilà. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est né spontanément et qui est en train de s'organiser. On a pris le nom de collectif, mais on n'est pas une structure aussi aboutie que vous l'êtes tous. Et c'est en ça que nous, ce sont les associations qui nous ont énormément aidés. Et on a eu l'occasion de rencontrer un autre des représentants de Flag qui nous a énormément aidés. Juste en quelques mots, on est un collectif qui recouvre de pochoirs en forme de cœur les tags diffamatoires et discriminants sur les trottoirs de Paris. Et on a été invité par Karen Tayeb dans le 17e arrondissement de Paris lors d'une réunion politique à prendre la parole avec d'autres associations qui défendent les droits LGBT. Et nous avons rencontré Flag ce soir-là. Et donc, on a été invité par Stonewall une autre fois pour nous présenter
Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vais aller droit au but. Mais voilà, allez sur les réseaux, découvrir qui sont les pochoirs pour tous. Si ça vous intéresse, on sera ravis que vous découvriez. Mais nous, on souhaiterait désormais que le parquet reconnaisse le caractère homophobe et diffamatoire des pochoirs que nous recouvrons. Et ce soir-là, on a rencontré donc Flag, qui nous a clairement aiguillé sur comment s'organiser, à qui faire appel pour avoir le droit de porter plainte et se porter partie civile, etc., etc. Et c'est en ça que je pense que il faut tous travailler à un niveau local, mais qu'évidemment que c'est que les associations ont besoin les unes des autres pour pouvoir aller plus loin, se donner de la visibilité. Et qui mieux qu'un policier peut parler de la police, qui mieux qu'un maghrébin peut parler des sujets qui... Enfin, donc voilà, on est, je pense... en fait, ce sont juste deux logiques qui se rencontrent. Et nous, qu'est-ce qu'on est? On est des citoyens, on est des amateurs de street art, on est des gens choqués par l'homophobie déguisée et latente. Et voilà. Donc, en gros, si déjà à notre hauteur, on agit pour faire avancer certaines choses, c'est important. Et puis, dès qu'on n'est plus suffisamment organisé tout seul, il faut évidemment faire appel aux autres associations. Voilà, c'était ma remarque. Alors là, vous parliez de messages haineux. Vous parliez de messages haineux qu'il y avait sur les murs de nos cités. Mais on retrouve aussi pas mal de messages haineux sur la toile, notamment sur YouTube, Twitter, Facebook. Je vous apprends rien du tout. Ces messages de haine se répandent assez vite et agissent souvent comme un poison qui véhicule des stéréotypes, des idées reçues, créant souvent un climat hostile aux droits humains, tout simplement. Les conséquences de ces discours, eh bien, on les connaît. Ils sont évidemment nombreuses et dramatiques. Alors, comment lutter pour faire face à cette déferlance de haine? Enfin, d'après vous, quels moyens on pourrait mettre en place pour lutter contre cette déferlance de haine s'il n'y a pas déjà des moyens mis en place? Qui souhaite répondre? Moi, j'aimerais bien vous dire à Pochoir, bravo, parce qu'il y en a absolument devant chez moi tout le temps. Je vous vois les recouvrir en permanence. C'est juste parfait. Et je me demande même pourquoi j'ai pas eu l'idée d'inciter justement à vous mettre en avant pour qu'il y en ait de plus en plus. Bravo. Écoutez, merci beaucoup. Et si moi je peux juste. Mais combien d'argent vous dépensez pour faire ça? Il y a des gens qui nous aident financièrement. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Moi, je suis ouvert pour ça aussi. En tout cas, il faut qu'on travaille tous ensemble. C'est ça que j'ai envie de dire. Vous avez complètement raison. Ça fait partie aussi de changer les mentalités. Je voulais juste présenter les excuses. On devait avoir Monsieur Ribéry, qui est le président de l'association d'une troupe de théâtre Les Dégenrés, qui fait partie, qui intervient régulièrement sur le Festival d'Avignon par rapport à des pièces pour justement dédramatiser, et là qui s'adresse pas forcément à un public LGBT, mais plus à un public de personnes hétéros pour la sensibilisation. Et je pense que l'art aussi a une part importante. C'est une autre forme de militantisme. Alors Pochoir pour tous, oui, ça peut paraître aussi comme de l'art. Déjà, ça rend plus beau la rue parce que quelqu'un qui va faire un tag dans la rue, déjà à mon avis c'est répréhensible, en plus des propos haineux. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a, alors je suis d'habitude assez pessimiste, mais je trouve que je vois de plus en plus de belles choses paraître sur les réseaux. Alors oui, sur Twitter, on voit plein de collectifs et de très bonnes idées. Et je pense que, sans faire de mauvais jeux de mots, mais on a préconisé l'économie solidaire avec plein de coopératives pour faire face au capitalisme. Et je pense qu'il faudrait une humanité solidaire. Et c'est rassembler toutes ces petites idées. Je pense qu'elles sont pas opposées, mais elles vont dans le bon sens en tout cas. Enfin, il n'y a pas de petites idées. Il y a que des gouttes d'eau qui font des grandes rivières quand elles se rencontrent. Après, c'est vrai que l'action individuelle, c'est bien, c'est un début, il faut que ça fasse boule de neige, etc. Mais c'est vrai que les institutions, s'il y a un blocage institutionnel, nos petites initiatives individuelles, elles vont vite s'écraser contre le mur. Et c'est pour ça que voilà, c'est très très important qu'on rassemble nos forces pour faire pression en fait contre ces institutions dont le temps est long, bien sûr, le temps administratif est long. Il faut qu'on soit là et qu'on soit force de proposition, quoi. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure pour lutter contre les protocoles
protocoles médico-psychiatrisants, pour lutter contre les politiques migratoires qui sont absolument délirantes, où on refuse l'asile à des personnes qui en ont pourtant besoin, contre les politiques sociales qui refusent les aides aux personnes qui en ont pourtant besoin, qu'on soit là aussi pour ne pas laisser faire toutes ces réformes en plus que le gouvernement nous prépare qui détruisent les droits sociaux en France, qu'on soit vraiment là aussi pour éviter qu'il y ait encore plus de précarité et pour combattre justement toutes ces précarités et ces discriminations-là de façon croisée. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de moyens pour lutter contre les discours haineux? Moi, il me semble que la haine, elle vient de l'ignorance. Si déjà on sensibilise, donc ça peut se faire par l'art avec des projections de cinéma, ça peut faire être avec des ateliers de sensibilisation. Si on s'adresse au grand public, qu'on est présent, qu'on est visible, qu'on explique. Alors tout le monde n'a pas à expliquer, mais les associations, si on s'est constitué, c'est aussi, je pense, pour expliquer ce que c'est le genre, ce que c'est une orientation sexuelle, ce que c'est une identité de genre, ce que c'est la transidentité, ce que c'est pour déconstruire tous ces préjugés et faire en sorte que les gens comprennent mieux un petit peu ce qu'on vit, qui on est, et finalement, c'est par cette compréhension que les gens en auront moins peur et que finalement il y aura moins de haine, moins d'agressivité. On a peur de ce qu'on connaît pas en fait. On a peur de ce qui n'arrive pas ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qui menace notre équilibre, notre cohérence de vie, nos croyances. Si tout de suite on comprend mieux, si tout de suite on voit que non, en fait les personnes LGBTI sont des personnes comme les autres, il y a déjà toute une part de cette haine qui peut partir. Alors bien sûr, il y en a qui seront toujours irrécupérables, qu'on ne pourra pas ravoir par le dialogue comme ça. Mais la plupart du temps, déjà si on était visible, je pense que ça plus visible. Ça ferait beaucoup. C'est bien ça le message qui est apporté, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Je veux dire, pour tout gouvernement, dans quel que soit le pays, je pense que ce qui est invisible n'existe pas. Donc, quand c'est invisible, il n'y a pas de problème. Alors, il faut continuer à rendre visibles, les problèmes qui sont invisibles. Et c'est important de faire remonter les problèmes. Quand c'est invisible, on l'a pas sous les yeux, ça n'existe pas, donc il n'y a pas à le traiter. Est-ce qu'elle but de le flag d'ailleurs Oui, et au même titre que dans certains pays où il n'y a pas de LGBT, non, on les a juste rendus invisibles. C'est ce qu'on met sur le tapis. Oui, mais on se doit de les protéger quand même. On se doit aussi. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut faire remonter le message et quelle que soit l'origine du problème. En tout cas, moi, donc, mon Transat, je vous adore. Hein. Franchement, j'adore. Bon, moi, je voulais juste vous dire, alors, pour répondre aussi à la question sur la haine sur Internet, bon, nous, on est quand même très actifs là-dessus. Mais on travaille avec d'autres. On n'est pas tout seul. Donc, Flag intervient avec moi directement, par exemple, lorsqu'une victime se manifeste sur Internet en disant, je ne parle pas de discours de haine. Lorsqu'une victime, par exemple, se manifeste en disant j'ai un problème, avant, par exemple, on aurait sauté immédiatement parce que nous ne sommes pas là pour mettre en question une victime qui dit qu'elle a été victime. En fait, grâce à Flag, maintenant, nous parvenons à faire quand même un nettoyage. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait avoir. On trempait dans des gens qui abusaient de ça et qui nous mettaient dans une situation difficile. Maintenant, Flag nous intervient. Rapidement, on sait si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si la police a fait son travail, si elle a pris la plainte, etc. Donc, il y a un suivi. Donc, déjà, merci. Il y a ensuite, nous, on fait de la surveillance directe. Et alors, on fait pas que de la surveillance concernant tout ce qui est anti-LGBT. Moi, quand je vois sale juif, sale nègre, sale arabe ou sale ceci, c'est immédiatement signalé. Je cherche même pas à comprendre parce que d'abord, je suis dans plusieurs de ces cas-là, moi-même personnellement. Donc, je fais immédiatement. Donc, il n'y a pas. Donc, vous voyez, les associations, là, je reviens à Shams France qui disait qu'il n'y a pas de convergence. Si. Moi, quand je vois quelqu'un qui va me dire vive le renouveau d'Hitler, je ne peux pas tolérer. Ça ne concerne pas. Mais enfin, je ne peux pas tolérer. Non, mais excuse-moi de t'interrompre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alain. C'était tellement, je crois qu'il a dit, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que tous les mouvements de lutte contre les haines, que ce soit les haines LGBT, que ce soit contre le racisme, que ce soit contre l'antisémitisme, on fait rien ensemble. Et c'est ça qui me choque. Et nous, le Betraverim, qui sommes à la convergence de l'antisémitisme et de la haine LGBT, des LGBT-phobies, on connaît très bien les deux mondes, on connaît le monde juif, on connaît le monde LGBT, et on ne les voit jamais
communiquer ensemble et faire quelque chose ensemble contre, par exemple, ces deux haines. Et c'est ça que je dis, je trouve que la lutte contre les haines ne converge pas. Et pourtant, on a remarqué ces dernières années qu'il y avait une hausse incroyable des LGBT-phobies. En même temps, il y a eu une hausse de l'antisémitisme. Les deux se sont suivis de manière très parallèle mais rien n'est fait en commun pour pouvoir lutter contre ces haines-là. Et après, je parle bien sûr de rajouter aussi la lutte contre les autres haines. Et c'est ça, je trouve ça dommage qu'on cloisonne d'un côté les LGBT, d'un côté les juifs, d'un côté les trans, d'un côté les asiatiques. C'est pas nous, tout ça. C'est pas le gouvernement, non, on peut pas rendre responsable le gouvernement de tout. Pour moi, c'est simplement que nos initiatives aussi doivent décloisonner tout et appeler simplement à un amour universel pour tout le monde. Que si l'autre n'est pas pareil à moi, c'est pas grave. Mais c'est ça, et je pense que non, c'est facile de dire que c'est la responsabilité du gouvernement. Pour moi, c'est la responsabilité de tout un chacun de pouvoir faire converger ces luttes. Et pour l'instant, on n'est pas encore assez mature pour ça. En fait, il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité de la société dans son ensemble. Et là où je rejoins tout à fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur Marseille, on est très très embêté quand quelqu'un nous dit je suis juif, si je fais mon coming out trans, ma communauté va dire que je suis parti, je sais plus qu'est-ce que c'est l'expression, dans les îles, et donc je vais être jeté de ma communauté. Je dois donc choisir entre deux mondes. Envoie-le vers nous en tout cas, parce que nous on a pas mal de trans aussi qui sont auprès de nous, donc on les aide et tout. On a aussi prêché la parole auprès des rabbins, on a écrit tout un truc sur transidentité et judaïsme. Donc on a fait beaucoup de choses pour aider justement à la visibilité des trans dans la communauté juive. On aide de plus en plus. Après, bon, c'est des changements de mentalité qui prennent du temps. C'est ça. Et c'est très compliqué avec les religions de toute façon. C'est ça. Et on espère que, en tout cas, votre action va vraiment dans le bon sens et on n'hésitera pas. On espère qu'une antenne pourra se monter sur Marseille parce que on a récemment une antenne de David et Jonathan qui vient d'ouvrir sur Marseille, mais de Beth Avrim, pas encore, malheureusement. Malheureusement, non. Beth Avrim, vous êtes une des plus anciennes associations. Donc vous êtes institution pratiquement. Vous avez non, c'est pas. Je me fais un lifting là. Attends, je le sais pas. Combien de fois je me suis approché de vous pour vous mettre en avant justement. Donc moi, je n'ai pas cessé. Mais on se connaît pas pourtant, Terence. Il va falloir qu'on se rencontre alors. On se connaît pas. Oui. Bon, mais parce qu'en fait, vous pensez ne pas me connaître parce que je me suis toujours présenté en tant que rapporteur d'informations, comme si je faisais mon pigiste, etc. Ah, d'accord. Bon, ok. C'est pour ça. Mais j'aurais dû me dire je suis moi, etc. J'ai pas osé. Parce que devant vous, justement, j'ai mis en avant l'association. Je ne me dis pas. Parce que moi, je vous respecte beaucoup de ce que vous avez fait depuis toutes ces années. C'est très important. Donc, je sais que. Et puis maintenant que vous avez intégré l'ensemble de toutes les associations, donc. On a réussi quelque chose qui était extraordinaire et j'espère que dans les autres religions ça se passera. C'est que l'année dernière, on est rentré dans le CRIF. Le CRIF qui est le Conseil représentatif des institutions juives. Et c'est la première fois, je pense qu'en France, qu'une institution LGBT arrive à rentrer au sein d'un collectif religieux. Et bon, vous savez, le CRIF, c'est pas non plus être quelque chose de très religieux, c'est plus politique que religieux, mais c'est très symbolique. Et j'espère qu'il y aura d'autres symboles d'ouverture qui vont se faire comme ça. Ouais. Eh ben, c'est le but de c'est bien le but de l'émission, non? Là, vous m'avez fait rencontrer des gens, parler à des gens. Shams France, moi, je pensais que Shams France, Shams Maroc, c'était bon. C'est peut-être ça aussi le problème, hein, entre Shams France. Vous savez, le problème des noms, hein. Stop homophobie, SOS homophobie. Alors, si je peux me permettre juste pour retracer les choses, Shams France, en fait, est né d'une rencontre avec Yad Krendel, avec le président de Shams Tunisie. En fait, lui, il tenait beaucoup au nom de Shams. C'est pour ça, en fait, moi, je voulais nous appeler LGBT MENA France. Hein. C'était pas l'objectif d'avoir Shams, c'est qu'Yad, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, je tiens vraiment le nom de Shams, alors on a porté le nom. Alors, tout le monde, en fait, nous a liés à Shams qui est en Tunisie, mais on n'a aucune relation. Tunisie, on travaille avec Maoujoudine et Damj. Nous, on travaille des sessions de terrain en Tunisie qui sont Maoujoudine et Damj, qui font un travail de terrain, de distribution de préservatifs à Tunis. Ils aident les gens vraiment à, voilà. Alors, Shams, en Tunisie, on n'a aucune relation concrète parce qu'en fait, eux, ils sont plutôt politiques. Ils sont là pour faire un plaidoyer politique. Nous, les gens qu'on aide, ils sont pas encore à faire de la politique. Ils sont là pour exister et manger, en fait.
Bon, voilà, ça c'est On n'est top. pas du tout sur le même. Voilà. Et en France, c'est un autre problème, c'est pas le même contexte aussi. Oui. On travaille avec des gens en France, les Maghrébins, ils sont en France, ils ont toute la liberté sociale, mais ils n'ont pas la liberté, si vous voulez, de conscience. Oui, ce qui est une sacrée nuance, oui, effectivement. Et juste, si Mylène Queer voulait intervenir, justement par rapport à, j'allais dire, je vais le faire en termes un peu familiers, mais faire sauter les cloisons qu'il peut y avoir entre notre origine de classe, notre origine philosophique, d'orientation sexuelle, de genre, et assumer pleinement son identité, quel que soit avec ce mélange de tout ça. Oui, justement, nous, c'est vrai qu'on est vraiment pour la convergence des luttes, malgré le fait qu'on ait pas mal de moments de non-mixité. C'est pour nous, comme le disait très bien l'Asso Transat, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si on fait enfin, complètement en second degré, hein, je veux viser personne, mais si on fait le compte de parole du début de cette émission jusque maintenant, les personnes, les femmes et les minorités de genre, on est quand même très en minorité sur le temps de parole, et c'est exactement pour ça que la non-mixité existe. C'est juste pour qu'on puisse ensemble discuter, qu'on se sente dans une position sécure pour donner notre avis. Et ensuite, s'ouvrir aux autres, bien sûr, dans des moments de non-mixité essentiels aussi pour l'éducation. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, alors nous, comme on est un collectif tout jeune, on vient juste de commencer, on n'a eu que de la bienveillance pour le moment. On n'est pas dupes, hein, que peut-être ça va pas continuer comme ça. Et nous, ce qu'on a voulu sur les réseaux sociaux, c'est surtout, notre but, c'est vraiment la visibilité. Alors c'est un peu paradoxal parce que pour le moment, on préfère, pour moi et pour Nour qui m'accompagne, qui m'accompagne sur l'émission, rester anonyme, mais le but, c'est vraiment que les jeunes qui sont dans notre cas se sentent pas seuls, soient fiers de ce qu'ils et elles sont, et s'acceptent, et justement, ce qui permet de limiter toute la haine de soi et tout ce qui peut en découler. Donc, on a commencé par la journée de la visibilité lesbienne, il y a quelques semaines, et ça a été un peu compliqué parce que quand on a tapé sur Google lesbienne arabe, on est tombé que sur des sites porno. Voilà. Donc, notre travail commence comme ça. On aimerait déjà commencer par trouver des parcours de lesbiennes arabes qu'on pourrait mettre en lumière pour tous nos jeunes qui arrivent et qu'ils ne perdent pas autant de temps que nous, si je peux me permettre, nous travaillons avec les Pochoirs pour tous à relayer un maximum de témoignages. Et en l'occurrence, pendant le confinement, on n'a pas pu aller sur le terrain. On a remis sur nos différents réseaux sociaux des liens vers des podcasts. Parce que comme ça donne la parole à généralement celles qu'on n'entend pas. Et en l'occurrence, il y a un podcast à soi d'Arte Radio qui s'appelle Entre femmes, qui donne la parole à un témoignage magnifique comme tu recherches. Donc, je te le recommande. Et si ça vous intéresse, il y a plein de podcasts que nous relayons sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. On regardera ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je viens de liker. Ah, génial. Je viens de voir. Donc, Moi, je viens de m'abonner. Ah, c'est merveilleux. Oui, mais vous aussi, il faut venir vers nous. On a besoin. Franchement, moi, je pense que là, il y a un truc. Vraiment, je vois qu'on a besoin de vous. Hein. Moi, personnellement, je pense que j'ai besoin. Tout ce que Transat a dit, j'ai besoin. Tout ce que Pochoir a dit, j'ai envie. Tout ce que Mylène Queer a dit, j'ai envie. Moi, j'ai besoin de vous, vraiment. Mais... Moi, personnellement, l'association, on a vraiment besoin de vous parce que vous êtes des spécifiques qu'on n'a pas. Vraiment, oui, si je peux me permettre, il faut vraiment qu'on remercie Radio Stonewall parce que moi, je trouve ça incroyable de réunir des gens si différents avec mus par des convictions et des besoins si similaires. Ouais. Et du coup, déjà un grand chapeau. Il y aura toujours des imperfections, des temps de parole inégalitaires ou peut-être l'impression que les associations se tirent la bourre, mais c'est parce que on est dans un échange. Si on ne dit pas ce qui dysfonctionne, on ne pourra pas l'améliorer. Et oui, il y a un peu d'espoir, bien sûr, et il faut
c'est peut-être naïf, mais Pochoir pour tous tient à ce que ça reste une action positive, parce que franchement, c'est souvent très très négatif. Il y a de l'espoir, il y a des choses qui évoluent. Donc évidemment qu'il y a de l'homophobie, qu'il y en a trop, mais il y a aussi des moyens d'y répondre. Voilà. Tout Et si à je peux me fait. permettre justement de Oui. vous inviter à nous rejoindre sur des moments de pochoir où on se Oui. retrouve à recouvrir de cœur des pochoirs Oui. qui sont haineux. Il faut savoir que ces pochoirs haineux sont faits en général la nuit, sur des moments où les personnes qui les inscrivent ne sont pas visibles. Nous, à Pochoir pour tous, nous intervenons plutôt en journée, sur des moments en plus où nous rencontrons des personnes qui nous interrogent et avec lesquelles on peut échanger justement sur ces notions-là, et on se rend compte que ces messages homophobes déguisés, mais très clairement homophobes, passent presque inaperçus. Les personnes ne s'en rendent pas compte, mais en même temps, les messages entrent quand même dans leur vision continuellement, et particulièrement dans certains arrondissements, en tout cas si nous parlons de Paris. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est vraiment l'occasion aussi de pouvoir être dans des échanges dans des temps particuliers, ce qui sont souvent des temps de balade en plus pour les Parisiens, d'échanges autour de ces messages-là. Mais vous les organisez? Vous organisez quelque chose justement pour ça? Oui, tout à fait. On sort dans la rue et on se donne des rendez-vous Mais moi, je et savais ensuite pas on ça. marche. Mais on le savait pas. Alors franchement, on travaille beaucoup. Non, je pense qu'on travaille toutes beaucoup. Moi, personnellement, je travaille beaucoup. Vraiment, j'ai pas de vie sociale, je vous assure. Donc, j'ai pas le temps d'aller voir, malheureusement, qu'est-ce que les autres ont la possibilité de faire. Heureusement, par exemple, mon flag, heureusement, qui me tient au courant des informations. On sent quoi? En fait, on devrait plutôt échanger des infos. Moi, mon mail est sur le site. Envoyez-moi toutes les infos que vous pouvez. J'en ai besoin. On le fera. Et on le fera. Il faut savoir que tout ça, ça se structure et que nous sommes des apprentis associatifs et que ça s'organise et c'est passionnant. C'est tout récent que notre communication, elle s'est organisée. On a une personne qui s'appelle François qui s'est mis à y travailler hyper sérieusement et enfin, ça commence on peut nous contacter par 4 moyens différents, les réseaux sociaux, un mail. Au début, nous étions comme Mille et une Queer, c'est-à-dire que le temps de nous organiser, nous étions anonymes. On a toujours dit qu'on recouvrait des pochoirs anonymes et que tant que les personnes qui faisaient ces pochoirs n'assumaient pas leurs actes, il n'y avait pas de raison que nous nous montrions, que nous ne faisions que nettoyer. Mais en fait, sur les réseaux sociaux. Et il y en a plus. Oui. C'est-à-dire que quand on a été invité par Karen Tayeb dans le 17e, on y est allé et on a pris la parole en public. Donc voilà, on ne se cache pas non plus. Et puis quand on poste dans la rue, il est arrivé que des gens nous prennent en photo. C'est pas du tout ce qu'on souhaite, mais je veux dire, on ne va pas non plus lutter contre. Enfin, faut pas être contradictoire. Mais c'est des choses qui se mettent en place. C'était moins organisé au début et ça l'est de plus en plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Formidable. Est-ce que je peux intervenir pour Mille et une Queer ? Bien sûr. Non, je voulais parler du fait que nous, on est invisible. On est invisible parce que quasiment aucune des membres du collectif n'a un coming out complet. Donc des fois, c'est un coming out au travail, mais pas dans la famille. Dans la famille, mais pas dans le quartier. Dans le quartier, mais pas dans le pays d'origine. Donc pour l'instant, c'est pas par choix qu'on est anonyme. Et c'est justement parce que beaucoup de femmes comme nous sont anonymes et qu'elles ne trouvent aucun modèle positif pour exister, pour se reconnaître, pour s'identifier, qu'à défaut de pouvoir montrer nos visages pour l'instant, parce que nous aussi on est optimistes et on espère que ça va bouger, on veut au moins visibiliser des parcours de vie qui sont quand même heureux et réussis. Sur la convergence des luttes, moi je trouve que le plateau c'est un très beau plateau effectivement, et moi je suis tout à fait prête, enfin on est tout à fait prête à travailler avec Transat qui tout à l'heure parlait de racisme, avec Flag aussi, enfin avec toutes les associations qui sont là. Je pense que les associations beaucoup plus anciennes qui ont une expérience très intéressante pour nous, et qui effectivement manquent au sein de leur association de certains publics, par exemple de LGBT issus des minorités, des quartiers. Et donc nous, on peut apporter cette réflexion et ce vécu-là. Et je terminerai juste sur quelque chose pour revenir au thème de ce débat, sur les discriminations, la haine. Il y aura toujours des discriminations et de la haine tant que la loi restera discriminante. Et donc je vais parler des lesbiennes et des femmes, même hétérosexuelles et célibataires, qui n'ont toujours pas accès à la PMA. Parfait. Tant que ça ne sera pas mis en place en France, la haine, les discriminations contre les familles homoparentales auront une légitimité. Voilà. Et donc on tarde sur ce sujet-là. Il y a aussi une réflexion à mener sur la GPA.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore un travail législatif très important à faire pour faire avancer nos causes. Ouais. Alors Nour, si je peux me permettre, je rebondis encore, mais tu me donnes le pont parfait. Sur nos réseaux, nous avons aussi relayé un podcast qui s'appelle PMA hors la loi, qui est la plus grosse des discriminations visées par les pochoirs que l'on recouvre. Donc PMA hors la loi, ça a été diffusé sur France Culture, et il se trouve que c'est le magnifique témoignage de Adila Benejeyazou, excusez-moi si je l'ai mal prononcé, et ça va donc, en plus de vous émouvoir, beaucoup vous intéresser. Oui, on la connaît. Ah, ok, évidemment. On est peu nombreuses pour l'instant, donc on se repère assez vite. Enfin, alors là, on parle de PMA. On se souvient des manifestations de rue qu'il y a eu en France à l'occasion de la loi légalisant le mariage pour tous. Il y a eu donc justement plus récemment, au regard de la PMA, il y a eu aussi des manifestations pour toutes. Il y a depuis donc une fois de plus une recrudescence des actes homophobes. Est-ce que pour vous c'est lié directement à ces lois? En fait, si quelqu'un veut répondre, je lui laisse. Ah oui, je veux bien. Bon, j'aimerais beaucoup saisir cette occasion. C'est que parmi les choses que nous dénonçons, c'est que les méthodes des pochoirs que nous recouvrons ne réapparaissent que lorsque les lois qui concernent les homosexuels sont débattues. Donc, c'est très clairement un outil propre aux opposants à ces évolutions sociétales et juridiques. Ça, ce sera ma remarque. Mais quand ils font ça, il n'y a pas de dégradation de la chaussée ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas porter plainte. Si, bien sûr, juridiquement, c'est possible, mais ce n'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a mais moi, je veux faire. Oui. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que parce qu'on communique avec la mairie de Paris, avec Flag, etc., on sait que désormais, tout ce qui est signalé via l'application Dans ma rue, que nous incitons tout le monde à utiliser, vous pouvez signaler tous ces tags dans l'application Dans ma rue. C'est désormais, il y a un compte tenu de tous les signalements. Donc maintenant, ça peut rentrer dans une démarche de rassemblement de preuves. Voilà, c'est des choses comme ça. Très bien. Mais c'est la mairie de Paris de déposer plainte. C'est pas toi, Terence, qui pourra déposer plainte pour ça. Ah oui, non, pardon. Parce que moi, j'ai déposé plainte pour la dégradation lorsqu'ils sont allés écrire les PD hors de France en plein mairie de Paris. Là. Mairie de Paris. Oui. En fait, je m'entends pas. Malheureusement, je m'entends pas. J'ai pas le retour, Madonna. Non, mais dans les terrains, là, la chaussée, l'arc-en-ciel, les passages magiques. Quand ils sont les marques CPD, moi, j'ai porté plainte. Hein. Je crois que je vais attendre la mairie de Paris. Je n'ai pas toléré. Ça m'a énervé. Le parquet va classer derrière parce que t'es pas victime en tant que tel. T'es pas propriétaire de la chaussée, t'as pas d'autorité administrative pour le faire. Donc oui, tu peux déposer plainte, mais je suis pas sûr que derrière il y ait beaucoup de suites. Pour l'instant, c'est pas marqué classé sans suite. Hein. Oui, enfin, c'est le retard, ça. Non, mais pardon, Lee, si je t'ai coupé la parole. Oui, donc je disais, nous, en tout cas, ce que tu as dit, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que vraiment, ça va être un opposant, un moyen, toutes ces protestations, voilà, manifs tous, qui vont être utilisées, mais vraiment pour les droits, tu as dit pour les droits des opposants aux droits des personnes homosexuelles, c'est-à-dire que les personnes trans, on n'en parle jamais, on est invisible, et quand le changement d'état civil, la nouvelle loi sur le changement d'état civil est passée, ça a été dans le plus grand des calmes et des silences, loi qui est d'ailleurs imparfaite, qui est très mal appliquée partout en France, il y a des tribunaux qui la respectent même pas, enfin c'est une horreur, on a deux saisines du défenseur des droits, deux saisines du défenseur des droits en cours contre cette loi qui est encore très mal rédigée avec une circulaire d'application qui est carrément discriminatoire, parce qu'il faut savoir que là dans la circulaire d'application de la loi sur les changements de prénom, là les mairies en fait il y a écrit on peut changer de prénom pour transsexualisme, alors déjà le vocabulaire est pas bon, si on prouve qu'on a une apparence qui n'est pas conforme au prénom qu'on utilise. Donc c'est se baser sur l'apparence, et se baser sur l'apparence c'est discriminatoire au niveau du code pénal. Donc c'est déjà on a un problème avec la façon dont la circulaire est rédigée, qui incite donc à se baser sur l'apparence. Mais bref, on est tellement invisible que cette loi PMA là,
elle oublie complètement les personnes trans. Mais C'est-à-dire évidemment, qu'il a été... J'ai besoin de rebondir, c'est que tout est imparfait et on le sait. Et on fait d'habitude très attention à bien dire LGBTQI+. Et tu vois, malgré toute ma connaissance et ma sensibilité à ces sujets-là, ça peut encore m'échapper. Donc, bien sûr qu'il faut faire attention, mais en fait, c'est des évolutions. Il faut déjà gagner sur certains. C'est pas par pas que ça va se faire, et il faut penser à inclure toutes les minorités dans les évolutions. C'était pas mon propos. Mon propos, c'était surtout de donner aux gens qui nous écoutent, puisque voilà, l'information selon laquelle même la loi, en fait, la nouvelle loi sur la PMA, elle a des avancées qui vont bénéficier aux personnes trans, à savoir que, par exemple, dorénavant, les personnes trans vont pouvoir faire congeler leurs gamètes, puisqu'il y a maintenant la conservation sociétale qui va être légale et appliquée à partir de 2021. Mais pour ce qui est de l'usage de ces gamètes là, ça va être encore extrêmement compliqué, et une personne qui a un état civil masculin, comme c'est mon cas, mais qui peut porter un enfant, comme c'est également mon cas, ne pourra pas faire une demande de PMA en tant qu'homme célibataire, alors que pourtant, physiologiquement, et donc en termes d'égalité de droit, les personnes dans ma situation devraient avoir le droit de faire une demande de PMA en tant que personne qui peut porter un enfant célibataire. Puisqu'avec la nouvelle loi, c'est censé être... C'est une discrimination en fonction de l'identité de genre, là, c'est totalement très très clair. Vous parlez de tissu associatif local, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a créé notre radio. C'est justement pour donner la parole, que ça soit aux associations, j'allais dire de la capitale, mais aussi aux associations qui a sur tout le maillage du territoire français, que ça soit dans des petites communes, dans des petites villes, enfin les collectifs comme on a pu le voir. Voilà. Nous, c'était aussi ça principalement. Enfin, le but de la création de la radio, c'est réellement donner la parole et d'avoir de montrer ce qui se passe sur le terrain et de mettre en relation. J'aime pas dire en relation et en valeur toutes les bonnes initiatives qui, cumulées, font reculer tout ce qu'on essaie tous de combattre à des niveaux et sur des formats différents, mais qui sont complémentaires. Complètement. Et les problématiques à Paris ne sont pas celles de Marseille, de Bordeaux ou de l'Auvergne. C'est que je vais dire. Tout à fait, merci. Ce que je voulais dire, pardon, par exemple, pour me permettre d'en parler, c'est qu'en fait aussi, c'est que les gens... Je donne juste l'exemple, pardon, de la marche des fiertés, si je peux me permettre. En fait, nous, à Champs France, à la marche des fiertés, si vous voyez les gens qui sont derrière le drapeau, vous allez voir qu'il y a 12-13 personnes. Mais il y a plus de 80 personnes de Champs France qui sont sur le trottoir, avec des casquettes. Avec la marche des fiertés 2019, c'était un choc pour moi émotionnel, parce qu'en fait, il y avait la veille, on a fait un technique de préparation et tout ça, mais le jour J, les gens, en fait, ils étaient là, mais ils avaient peur. Oui, mais Yacine, il y a des photos. Oui, mais j'ai peur de Facebook. Les cousins sont à Argenteuil. Les gens n'osent pas rentrer dans le centre LGBT de Paris parce que c'est écrit comme centre LGBT. Alors, on va plus dans la même association du 3e parce que c'est en sous-sol, parce que c'est en sécurité. Et pourtant, en fait, moi, je trouve que les associations de racisées aux minoritaires, de minorités dans une autre minorité, qui sont jeunes, en fait, il faut vraiment un temps aussi d'existence. C'est qu'en fait, il faut aussi avoir une place, exister déjà, pour pouvoir en fait aider les autres. Parce que nous, en fait, on a aidé depuis 2013 plus de 700 demandeurs d'asile. Que ce soit en fait, on a des gens qui viennent en fait du Maghreb, du Moyen-Orient, mais quand il y a quelqu'un qui arrive d'Afrique subsaharienne, on peut pas lui dire ah non, on peut pas te recevoir. En Orient, on essaie un peu de lui donner les dossiers, avec l'ARDIS. On suit, on fait d'aller-retour avec l'ARDIS énormément, mais après, on oublie la structure associative, parce qu'après, ils me disent, oui, mais par exemple, des gens il y a quelques militants qui me disent, Yacine, on voit pas vos activités sur Facebook, mais il faut refaire le site. Mais c'est 400 € pour le refaire et 400 € pour nous, c'est 15 nuits d'hôtel. Oui, juste, je fais un petit aparté, juste 2 secondes. Je sais que en ce dimanche matin, il y avait certains de nos partenaires qui interviennent, qui avaient d'autres impositions ailleurs. On n'est pas des preneurs d'otages, donc s'il y en a qui ont des impératifs. C'est juste ce que je voulais dire. C'est juste...
Voilà, s'il y a des intervenants qui ont des impératifs ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire, on vous libère, on n'est pas des preneurs d'otages. Du tout, du tout. Ok. Oui. Simplement, je voulais juste, si Flag est encore avec nous, pour ce qui est de relayer vers les partenaires le maillage associatif, il y a une initiative du type annuaire associatif qui va être mise en place, ou comment est-ce que ça va se passer? Donc là, on avance aussi au fur et à mesure. On a lancé effectivement le projet de manière un peu plus précipitée parce qu'il y avait toutes ces questions de confinement où les violences étaient un peu beaucoup plus présentes et il y avait un vrai besoin de lancer de manière plus importante. Ensuite, ça va se faire avec le temps. On ne veut pas mettre non plus toutes les associations de France dans l'application parce que derrière, ça va être compliqué aussi. Trop de choix, tue le choix et la victime a pu savoir quoi faire. Mais on va essayer de mettre par région au moins une association qui fait de l'écoute, qui fait de la proximité sur chacune des thématiques. Effectivement, à minima une asso transgenre, une asso qui fait contre la sérologie, ou la sérophobie, pardon, une association peut-être plus générale, et puis éventuellement s'il y a une structure de droit et d'accompagnement. J'ai été contacté par la Martinique et la Nouvelle-Calédonie où il y a des structures officielles étatiques qui prennent en charge les victimes de LGBT-phobie. Et ben là, pour le coup, c'est un bon contact qu'on peut mettre parce qu'ils fournissent avocats, ils fournissent toute la structure, tous les moyens juridiques pour. Donc voilà, après, ça sera au cas par cas. Et on veut des associations aussi qui tiennent la route, pas qui viennent de se créer, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément ce qui est derrière. Si c'est l'assaut qui localement travaille avec nous, au contraire, volontiers. Ouais. Mais on ne mettra pas toutes les assos transgenres de Marseille. Voilà. Non, bien sûr. Non, mais c'est pas une question de. De toute façon, le problème, c'est d'avoir un relais efficace. Hein. C'est pas tant d'être visible, c'est d'avoir un relais efficace. Donc. Et que la victime sache qui contacter. Et Oui. si elle a trop de choix, finalement, elle ne sait plus quoi faire, et elle sera tout aussi perdue. Oui. Ok. Vous savez Donc ça, finalement, ça se verra avec les antennes locales. De toute façon, les partenariats qui existent déjà. Okay. Complètement. Oui, Terence. En fait, je pense qu'on devrait aussi faire, Johan, comme dans un. Johan, quand tu me regarderais, j'ai peur. On devrait faire les groupes, un groupe de façon à ce que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il puisse dire dans le groupe, j'ai besoin de ça. Et comme ça, on réagit tout de suite. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi, complètement. Comme ça, par exemple, si Shams France, je suis ennuyé, j'ai une victime là, la personne qui peut répondre, elle répond. Bah oui. Il n'y a pas besoin de frontières, il n'y a pas de barrière. Comme ça, enfin bon, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. S'il faut briser pour que ça aille plus vite, nous, ça fonctionne. Donc, je pense que ça devrait être comme ça avec les autres. Transat, ils se demandent quel rapport avec les associations. Quand est-ce que on devrait, nous, faire notre classeur d'associations ensemble, quoi. Et on se parle directement. Comme ça, il n'y a plus de « il a dit que, elle a fait que on est là ». Oui, mais c'est pas ce que je disais, c'est une super idée. Enfin, honnêtement, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je pensais qu'on pourrait faire à la fin, même si on a commencé à s'échanger nos contacts, qu'on crée, je sais pas moi, un groupe Facebook ou quelque chose, en tout cas, pour qu'on puisse envoyer sur un relais. Nous, enfin, on a par exemple j'ai ce problème. Voilà. On réagit. La personne qui peut réagir, réagit. Nous, c'est ce qu'on fait. Par exemple, quand j'envoie le message sur le groupe en disant bon, j'ai besoin d'un avocat, là. L'avocat se manifeste en disant je suis libre là. On devrait tous faire comme ça, je pense, ensemble. Comme ça, tout le monde va réagir immédiatement. Oui. Ça va accélérer plein de choses. Les pochoirs, il y a plein de monde qui vont vouloir venir vous rejoindre. Si seulement, Terence, seulement. Parce qu'on n'en a pas parlé, on ne le savait pas. Mais même si on fait. On travaille à ça. Tu vois, c'est très bien. Si aujourd'hui ça permet d'un petit peu plus, nous faire connaître et nous faire aider, c'est formidable. Parfait. Je crois que la plupart des intervenants qu'on a aujourd'hui, on les a pas tous eus à l'antenne encore dans l'entretien militant, mais je vous enverrai peut-être des invitations pour participer à l'entretien militant. Alors, alors l'entretien militant, c'est vraiment pour, là, c'est plus pour faire découvrir votre association et votre structure en expliquant ce qu'elle fait et tout ça. Je rappellerai aussi. On a été créé par Lady Gaga, donc. Super. Bienvenue. Je rappellerai juste que pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions, en tout cas des entretiens militants, sur la chaîne YouTube de Radio Stonewall
Ouais. Donc, voilà, vous avez toutes les infos. Stonewall Et, ou Stonewall Stonewall, ouais, mais j'ai un accent du fin fond des Hauts-de-Provence, alors à 1100 mètres, mon anglais est un peu. Nous, on l'a adopté un petit peu plus francisé, ouais. On dit Stonewall, mais c'est Stonewall. Ouais. Donc voilà. Bon, vous êtes super, merci, franchement. Merci de m'avoir mis en contact. Par contre, Beit Avrim, franchement, c'est abusé, quoi. On s'est rencontrés, on s'est filmés, on s'est parlé, on se suit même sur Facebook et Twitter. Et puis, Enfin, voilà. On rencontré Terence. Si. Ça, ouais, c'est un peu choc, quoi. C'est comme si, bon, genre, pardon, on se souvient pas de moi, quoi. Après, bon. En même temps, je n'ai que 23 ans. Hein. 22, Terence, 22. C'est vrai, j'aime bien de vieillir. Bon, allez, excusez-moi. Donc là, on a quand même parlé quand même vachement pas mal des combats qui sont menés au quotidien, jour le jour, sur le terrain. On l'a vu avec les différentes assos. On a vu qu'il y avait encore des possibilités pour aller plus loin. Et justement, pour aller plus loin, quels seraient vraiment les combats prioritaires à mener pour l'avenir? S'ouvrir aux spécificités des autres. Très clairement, maintenant je vois qu'il y a des. Je vois que les autres ont des particularités vraiment. Moi, je pensais être en surface. En vérité, je vois que c'est très très prononcé et que je vois que c'est vraiment une ouverture très importante pour nous. Moi, je pensais qu'il y avait des impasses. Hein, maintenant, je vois que non, il y a des chemins. C'est très bien. Et tout à l'heure, vous dites que vous êtes un jeune collectif, mais sans ce jeune collectif, on ferait comment? Les vieilles institutions. Quand je disais jeune, je disais ça signifiait récent. On est un collectif on a vraiment récent. besoin de ce message récent. Transat, Transat, il parle super bien. Hein. Oui. On n'est pas si vieux non plus. Hein. On va dire, on s'est créé il y a 1 an et demi, donc c'est presque 2 ans maintenant, et donc voilà, c'est aussi récent. Je dirais qu'il y a une nouvelle vague, il y a des nouveaux militants, en fait, des personnes trans qui justement ont pu bénéficier de l'avancée de la loi de 2016, où maintenant on n'a plus besoin d'être stérilisé pour changer l'état civil, où il commence à y avoir de plus en plus de médecins dans toute la France et où il y a de plus en plus de visibilité. Et donc on est moins aigri, on va dire, que certains militants plus âgés qui, sans vouloir les pointer du doigt, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, mais c'était dans des circonstances où en fait ils s'en sont pris tellement plein sur la figure que à force il y a une certaine lassitude, quoi. Et là il y a une sorte de renouvellement aussi dans les méthodes, quoi. C'est pour ça que Terence c'est pas aigri, parce qu'il a juste 23 ans. Il n'a pas encore l'âge d'être aigri. Non, mais c'est plus qu'une question d'âge, c'est vraiment une question de parcours. Hein. C'est-à-dire que quand on a vécu une vie où il n'y avait aucune possibilité légale d'être reconnu pour qui on était, où on nous forçait à choisir entre être stérilisé ou pouvoir être reconnu pour qui on était, qu'il a fallu passer par des années de psychiatrie avant d'espérer avoir quoi que ce soit, qu'il a fallu mentir ou se déplacer dans toute la France pour accéder à tel ou tel médecin, qu'il n'y avait aucune protection légale, et qu'on a vécu en plus de ça la violence ordinaire de voir son identité non respectée et complètement niée dans l'espace public, voire qu'on ait subi par exemple des violences physiques, verbales de façon répétée. Au bout d'un moment, on n'a plus envie. Au bout d'un moment, les moyens de la lutte dans lesquels on croit, c'est pas le dialogue institutionnel, ça va être plutôt l'action révolutionnaire, les barricades, et on va vouloir se protéger d'un certain milieu qui ne respecte pas notre identité, qui ne comprend pas tout ce qu'on a pu vivre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un certain nombre de militants et militantes qui prônent ce genre de moyens d'action, parce qu'elles n'ont plus l'espoir en fait en autre chose après tout ce qu'elles ont vécu. C'est normal. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on peut tous faire une différence. Ça peut démarrer par reprendre quelqu'un qui emploie le mauvais terme. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, à chaque fois que je sortais du métro, il y avait des messages qui me concernaient et qui me heurtaient. Et un jour, j'ai plus supporté. Donc, je me suis posé la question de comment faire. Et j'ai réfléchi en fait, ça s'est fait très, très progressivement et maintenant, ça commence à s'organiser et c'est pour ça que ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'on peut avoir un petit poids politique, un petit poids associatif et faire changer certaines choses localement pour l'instant. Et ça, c'est une prise de conscience. Peut-être que les réseaux sociaux aident, peut-être que c'est propre à notre époque, etc. Et c'est peut-être ça qui est nouveau aussi. Et de faire un choix
d'un dialogue apaisé, parce que souvent le militantisme c'est un peu violent ou clivant. Ben, on est parti dans une autre direction. Donc c'est ça aussi, c'est vraiment de créer du dialogue, de stigmatiser personne. On a fait très attention à ça. On connaît les auteurs des messages que l'on recouvre, on les a jamais nommés. C'est très important. On n'est pas en train de leur faire la guerre. On est en train de demander de ne pas tolérer, de ne pas rendre ça banal et normal, en fait. C'est ça, c'est de ne pas s'habituer. Nous, on est sur un combat qui est un peu plus symbolique, donc, et tout aussi important néanmoins, parce que tout ce qu'on peut faire passer de manière inconsciente ou par simple habitude ou par... voilà, il faut faire changer aussi les mentalités, réinterroger des choses, et c'est pour ça qu'il faut reprendre les gens quand on emploie le mauvais terme, ne pas accepter certaines insultes, ne pas accepter certaines expressions, des choses comme ça. C'est partout, tout le temps, mais de manière pacifiste, quoi, et positive. Oui, c'est extrêmement important. Ce que tu dis là, c'est ce que moi je répète tout le temps. Parce qu'en fait, si les personnes pensent que c'est juste aux personnes concernées de rebondir sur le vocabulaire inapproprié qu'elles entendent, ça n'avancera pas. Il faut que l'ensemble en fait de la société prenne conscience, et tout le monde en fait a ce pouvoir-là. Parce que la personne concernée, ça va lui faire mal, et ça va lui faire mal de façon répétée. Une personne qui a ce qu'on appelle nous un mauvais passing, c'est-à-dire qui ne correspond pas aux normes de corps et d'apparence de la société par rapport à son identité de genre, eh bien, elle va dans la rue tout le temps se faire appeler par les mauvais prénoms, la mauvaise civilité. À force, elle ne va pas, elle va être lasse en fait, elle va souffrir énormément de ça, et elle ne va pas arriver en fait à rebondir, parce que à force de se faire appeler madame alors que c'est monsieur par exemple, son réflexe ça va pas être de dire ok, je continue, ça va finir par marcher, et non, ça va être de toute façon ça sert à rien en fait, puisque ça arrive tout le temps, c'est que ça sert à rien, ou alors pire, c'est que je suis complètement fou, c'est que moi peut-être je me trompe sur mon identité vu que personne ne me reconnaît comme tel. Et donc si l'ensemble de la société prenait conscience que non, en fait l'apparence, l'identité de genre, c'est deux choses différentes, et que tout le monde se disait à arrêter déjà de toute façon d'appeler quelqu'un madame, monsieur en fonction de son apparence, et juste disait bonjour au lieu de dire bonjour madame, bonjour monsieur, ce qui est tout aussi poli, et déjà là, la personne, au lieu d'avoir cette charge mentale au quotidien, de se faire appeler par des pronoms qui ne lui correspondent pas, de se faire prendre pour une identité qui ne lui correspond pas, elle pourrait au moins être libérée de cette charge mentale là. Si moi je le fais quand on accompagne des personnes dans des situations où elles ont du mal à aller, nous en termes d'accompagnement, on favorise beaucoup ce genre de moment où on est entre personnes trans et où on va par exemple faire les magasins. Ça semble être anodin, mais en fait pour les personnes c'est très très dur, pour les personnes souvent en début de parcours, puisqu'elles n'arrivent pas à rentrer, à se sentir légitimes dans un magasin parce qu'elles vont se faire mégenrer. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette charge mentale et on lui enlève. C'est-à-dire que quand le vendeur dit bonjour monsieur, on fait non, c'est madame, à la place de la personne. Si on le fait à la place de la personne, c'est plus à la personne d'aller se dire ok, j'ai honte, je suis comme ça, j'arrive déjà pas à m'accepter moi-même, en plus personne m'accepte. C'est ce genre de petits gestes en fait qu'on peut faire au quotidien. Genrer moins, ne pas se baser sur l'apparence pour appeler quelqu'un et utiliser du vocabulaire non genré si on ne connaît pas l'identité de genre de la personne, si on ne sait pas demander comment la personne veut être appelée, et ensuite appeler la personne conformément à son souhait. Rien que ça peut changer beaucoup dans le quotidien des personnes trans. Après, il y a l'étape au-dessus. L'étape au-dessus, c'est avoir un vocabulaire inclusif en toutes circonstances. Par exemple, ne plus dire femme enceinte, dire personne enceinte. Comme ça, au moins, on n'invisibilise pas tous les hommes qui peuvent être enceintes, toutes les personnes non binaires qui peuvent être enceintes. Ne pas dire préservatif féminin, dire préservatif interne, ne pas dire sexe féminin. Il n'est pas féminin le sexe, c'est un sexe femelle à la rigueur si on veut avoir les termes biologiques, ou c'est une vulve. Il y a des mots pour dire ça. Une vulve, ça peut être une vulve d'homme ou une vulve de personne non binaire. Ça peut être aussi une vulve de femme. Mais voilà, il y a ce niveau au-dessus qui consiste à interroger le genre dans la société. Si tout le monde faisait ce petit travail-là, on comprendrait mieux la transidentité, on se comprendrait mieux soi, on s'accepterait mieux soi, et on aurait plus d'empathie et de bienveillance vis-à-vis de tout un chacun. Mais là, il y a un gros travail, madame, monsieur. Ce que j'allais dire, c'est plus qu'un réflexe à adopter. Il y a un énorme travail à faire. Oui. Mais mais après, je pense que Lee voulait dire en demandant beaucoup, on en obtiendra peut-être un peu.
Aussi, et puis en expliquant ces choses-là, en allant au fond du problème, en expliquant vraiment ce qui se passe, là, les personnes auront des raisons de changer. Parce que si on leur dit juste, voilà, il faut plus dire monsieur, madame, sans leur dire, bah, voilà ce que ça implique en fait de dire monsieur, madame, ça veut dire que vous vous basez sur l'apparence de quelqu'un pour déduire son identité. Or, bah, vous pouvez pas savoir en fait l'identité de genre, l'apparence, c'est deux choses complètement différentes. La preuve, c'est que des fois, vous voyez un homme de dos, il a les cheveux longs, puis il se retourne et vous l'avez appelé madame, et en fait vous vous êtes trompé. C'est bien que l'apparence, vous pouvez pas vous fier à ça. C'est deux choses différentes. Vous pouvez pas savoir. Donc à ce moment-là, pourquoi s'embêter ça fait tellement de mal à certaines personnes qui du coup n'osent pas s'assumer parce qu'on les appelle toujours par les mauvais pronoms. On peut faire ça. C'est finalement pas si simple. Ça économise même pas si compliqué. Ça économise même de la salive. Donc pourquoi ne pas le faire? Moi, ça arrive parfois, et je dis, excuse-moi d'être bête, enfin bon, ça m'arrive malheureusement de faire l'erreur, parce que dans le parcours, et puis moi je féminise beaucoup les choses, donc je dis, elle est méchante, enfin je parle de moi, hein. Donc je suis un peu embêté ensuite dans les problèmes de mégenrer, parce que comme moi je le fais moi-même sur moi, donc Mais on le pardonne beaucoup plus à quelqu'un qui se joue lui-même, qui se joue des gens avec du recul et avec humour pour soi. C'est que tu t'autorises une liberté, déjà. Très peu de gens parleraient de soi au genre opposé, tu vois. Donc on te le pardonnera. On sait que tout dépend du contexte. En fait, il y a un principe qui est fondamental, hein, c'est l'autodétermination. C'est-à-dire que toi-même, tu as le droit de parler de toi avec les pronoms que tu veux. Ça, c'est un droit fondamental de l'individu. Ouais, mais après, par contre, parler des autres avec un pronom qui ne leur correspond pas, là, par contre, c'est nier leur identité. En fait. Et en tout cas, ce que je pense, c'est que tout part de la méconnaissance. C'est-à-dire que parfois, on ne va pas s'autoriser à imaginer qu'on peut appeler une personne autrement parce qu'on ne sait même pas que c'est possible. Oui. Nous sommes sensibles à toutes les minorités qu'on a entendues aujourd'hui. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas que si tu n'es pas une femme en couple avec un homme, tu n'as pas le droit à la PMA. En fait, qui ne savent même pas que cette discrimination existe. Enfin, un peu plus parce que c'est un peu médiatisé actuellement, mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas quelqu'un de notre entourage proche, qu'il s'agisse de l'homosexualité, qu'il s'agisse d'un parcours de parentalité de deux femmes, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, tant qu'il n'y a pas quelqu'un de notre entourage proche que l'on connaît, que l'on aime, que l'on respecte, que l'on accompagne, on ne peut pas changer d'avis, s'ouvrir à la différence. Il y a une part de discrimination qui est liée à la méconnaissance. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très important. C'est déjà d'informer et de témoigner et de rendre visibles ces sujets. Voilà, c'est le premier pas. Et c'est à mes yeux... Non, mais la PMA pour les femmes seules ou femmes lesbiennes ou trans, peu importe, moi je trouvais quand même c'est un problème de santé, vraiment un problème de santé. Parce que nous, on avait des cas où il y a des personnes qui, effectivement, en faisaient des sauvages. Et là, j'étais halluciné. Je me disais, non, mais là le gouvernement, encore une fois, je trouvais que c'était grave. C'est un problème de santé, vraiment. Oui, puis de toute façon, tout ce qui est rendu illégal risque de... Il vaut mieux rendre légal les pratiques. C'est comme ça qu'on va les protéger. Les surveiller, non, surtout les surveiller. Et qu'il y ait un suivi et que ce soit encadré. Ouais, voilà, encadré, surveiller, bon, pardon. Ouais, non, bien sûr. Enfin, on dit la même chose différemment, mais... Non, mais mieux. Vous avez encadré. C'est pour dire qu'on n'empêchera pas les gens d'arriver à leur fin. Donc, il vaut mieux reconnaître les différences, les accompagner et les protéger quand c'est possible. C'est pourquoi ça me fait rire quand j'entends Christine Boutin ou puisque tu ne voulais pas les citer, moi je les cite. Donc les Christine Boutin et compagnie là, qui disent, vous voyez, on vous l'avait dit, ils auront ça puis après vous voudront ça. Ben oui. Des chats, des chiens. Donc évidemment qu'on va avoir les droits complets. Donc on vous l'avait dit, mais genre elle est médium. Enfin bon. Oui, on a déjà les devoirs complets de payer nos impôts comme tous citoyens. On veut les mêmes droits, les droits et les devoirs. Et je rappellerai qu'au-dessus de nos mairies, il y a marqué égalité. C'est marqué. Donc, les uns les autres. Non, mais c'est très bien. Merci, c'est très bien. Je suis un peu étonné. On aurait dû avoir cette discussion en live, en fait, dans un de table ronde en live. Filmez, pourquoi vous faites pas ça? Ah, c'est le confinement, moi. Oui, pardon. Ah non, on n'est plus confinés. On est confinés là.
Oui. alors, Enfin, hormis les autres, le confinement n'a pas que des désavantages. Je veux dire, je pense pas que j'aurais eu le loisir de venir de Marseille pour une table ronde à Paris ou que Pilou aurait pu venir de son bastion dans les Hautes-Alpes pour faire. C'est bien aussi qu'on ait ce genre de moments qui nous permettent de faire des liens en fait à une échelle un peu plus étendue, quoi. Donc c'est pas mal. Non, mais Transat, vraiment, je t'envie. Hein. Excuse-moi, on se tutoie entre jeunes. Non, mais Transat. On a le même âge après tout, hein. Moi aussi j'ai 23 ans. Hein. Oh, Transat, quel cœur. Bon, en fait, Transat, vraiment, non, tu parles super bien, quoi. Franchement, je vous envie. Hein. Je vous envie, non, c'est pas que je suis une tâche, mais. Si, c'est vrai. C'est vrai qu'il s'exprime super bien. Oui, vraiment, je suis bluffé. La jeunesse d'aujourd'hui, hein, vous m'avez bluffé. Bon, je sais pas quoi vous dire. Hein. Vous posez pas de questions. Mais je crois qu'on a, ça fait 2 heures maintenant qu'on parle et je pense qu'on a évoqué l'essentiel de ce qu'on voulait dire. Je pense qu'il y a eu plein de moments intéressants, à part si quelqu'un a quelque chose à ajouter. C'est ce que j'allais dire. On arrive un peu au terme de cette émission. Il y a eu, je pense, pas mal de choses de dites, pas mal de choses enrichissantes. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est de tous pouvoir se retrouver finalement autour de cette table symbolique. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, le rassemblement aurait été un peu compliqué. Donc, on a quand même réussi à se retrouver. Et ça, c'est vraiment super important. Il y a eu beaucoup de choses d'intéressantes de dites, beaucoup de points sur lesquels chacun et toutes avaient pu rebondir. Moi, je vous propose qu'on se quitte. Hein, malheureusement, on s'était dit, c'est ça. On aura peut-être l'occasion de se retrouver justement. Alors, oui, Pilou. Ouais, j'ai toujours quelque chose à rajouter, comme d'habitude, dans toutes les émissions, je le sais, mais c'est comme ça. Moi, j'allais proposer que si des intervenants qu'on a eus en ce dimanche matin avaient des choses à évoquer sur des sujets bien particuliers. Oui, sur des sujets bien particuliers, ouais. Du coup, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter en qui me casse quoi. On hésite. On n'hésiterait pas à vous mettre à disposition l'antenne et de faire une. Excuse-moi. Ouais, s'il y a des sujets que vous voulez traiter, faites-nous le savoir. On n'hésiterait pas à mettre. Vous voulez embêter toutes les associations, faites ça tous les mois, vous les réunissez tous les mois en disant alors bon, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier depuis qu'on mais moi, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, la personne qui vous envoie des mails partout, avec sur Twitter et tout, qui vous envoie plein de messages, c'est moi, donc j'assume. Des fois, je vous casse les pieds, mais voilà. On te filtre, hein, tu sais, si on veut pas. Ouais, je sais, ouais, mais c'est pas grave. Du coup, oui, s'il y a réellement il y a des sujets que vous voulez traiter et qu'on aborde, on fera un plaisir de relayer l'info, et voilà. Merci. Juste pochoir pour tous. Mais vous êtes dans le 15e ou quoi? J'en vois partout dans le 15e. Alors, c'est pas nous qui sommes dans le 15e, ce sont les gens qui font les pochoirs originaux qui sont majoritairement dans le 15e. Ah, parce que dans le 15e, c'est une allure. Oui, c'est partout. C'est partout. Ah, oui. Et non, c'est devant les églises même. Je les vois devant les églises. Oui, logiquement, mais c'est des gens qui peut-être vont à l'église. C'est là où des potentielles personnes réceptives à leur opinion pourraient marcher. Donc oui, essentiellement, ils vont dans les quartiers qui votent à droite où il y a des catholiques pratiquants. Mais j'ai pas envie de réduire tous les gens qui votent à droite, qui habitent le 15e et les catholiques pratiquants à ce type d'opinion. Et c'est pour ça que vraiment on dénonce... il y a vraiment, on a passé 1 heure à expliquer notre action et n'hésitez pas à aller écouter le podcast de cette rencontre parce qu'on explique comment ils procèdent et les amalgames qu'ils nourrissent et contre lesquels on se bat. Voilà. Donc oui, il y en a beaucoup dans le 15e. C'est un endroit où malheureusement on retourne souvent. Oui, maintenant quand c'est liké, quand vous avez des informations à diffuser, à faire partager, oui, en privé, vous m'envoyez tout à fait.
Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est à chaque fois qu'on participe à une émission ou qu'on a l'occasion de prendre la parole, on est un peu plus connu et on améliore notre manière de communiquer. Donc oui, avec plaisir, on le fera. Oui. Même Transat, un groupe là, c'est vrai, sur Twitter au pire, ouais. Ouais. Oui, alors oui, plutôt sur Facebook que sur Twitter, ça vous dérange pas parce que c'est pas moi qui gère le Twitter et je pense que la personne sera moins à l'aise. C'est moi qui fais le relais avec les autres associations. Okay. Peut-être, ouais. On trouvera bien quelque chose. D'accord, trouver une façon de qu'on puisse briser tous les barrières. Ouais. Directement en live, tout de suite. Ouais, qu'on puisse avoir un espace en fait où. Voilà. Après, il faut pas que ce soit trop prenant non plus parce que faut que vraiment que ce soit pour les choses importantes, pas sur. Voilà quoi. Peu importe, vous lancez un appel, j'ai ce problème, nous on voit tous, on réagit. Ouais, mais bon, c'est qu'on a beaucoup de réseaux et on est peu souvent à gérer les réseaux et c'est ça le. Ouais, c'est vrai que pour les petites associations, ça prend beaucoup de temps sur la vie privée, c'est difficile. C'est dur, mais je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire, hein, ça me semble totalement nécessaire. Oui, vous auriez enlevé plein de trucs, enfin on aurait gagné du temps. Par exemple, si je peux me permettre, là, si toutes les personnes qui nous écoutent pouvaient spontanément aller recouvrir les pochoirs la prochaine fois qu'ils envoient, c'est-à-dire il faut prendre un carton, un cutter, faire un cœur dedans et avec de la peinture que vous avez à la cave ou une bombe que vous achetez chez Leroy Merlin ou à la boutique rue Quincampoix pour 3,50 €, vous allez acheter une bombe, vous la laissez dans votre voiture si vous en avez une, dans votre sac à dos si vous en avez, enfin vous l'avez toujours avec vous et prendre cette habitude-là. Lorsque vous avez une promenade à faire dans les quartiers où il peut y en avoir, le faire vous-même. C'est comme ça que ça va se passer. C'est ça que, si c'est possible, il faut que ça devienne spontané et systématique. Mais on risque pas de tolérer ça. Vandalisme. Allez sur nos différents réseaux et il y a le discours à tenir. En fait, on ne fait que recouvrir quelque chose qui est déjà existant. Donc, s'il y a un délit, il recouvre un autre délit. Okay. Et on recouvre un message qui nous paraît diffamatoire. Voilà. Donc, en fait, et on a. Pour expliquer notre démarche, on a écrit à la Mérine. Cette publication, elle est en tête sur notre compte Facebook. Et du coup, il suffit aussi, vous tapez Pochoir pour tous, donc Pochoir au pluriel, Pochoir pour tous sur Google. Il y a tous les articles qui ont été publiés sur nous. Il y en a beaucoup. Ça permet mieux que 1000 mots d'expliquer notre action à quelqu'un qui la connaîtrait pas. Et on n'a jamais eu de problème en fait. À partir du moment où vous expliquez. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème et on touche du bois et au contraire, on est très bien reçus dans notre démarche. Voilà, on fera. Je vous en prie. En tout cas, il y a énormément de points positifs qui sont ressortis de cette édition spéciale sur la journée du 17 mai. Je pense que justement, le fait de pouvoir tous se retrouver là avec ce petit projet commun, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc c'était un bon clin d'œil, cette journée du 17 mai qui célèbre la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Moi, je vous remercie d'être intervenu sur les ondes de Radio Stonewall. On va se quitter en passant un petit message. Il y a l'association Mousse qui devait être présente et qui a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui nous a laissé un petit message. Donc suite à l'émission, on va s'écouter ce petit message. Il y a d'autres associations, on verra, on aura peut-être des petites surprises comme Urgence Homophobie qui n'ont pas pu être présentes. Oui. Oui. Guillaume Mélanie, Guillaume Mélanie qui n'a pas pu être présent donc aujourd'hui. On va se quitter d'ailleurs avec l'association Mousse et puis un message justement d'Urgence Homophobie avec leur chanson qu'ils avaient sortie justement pour une journée du 17 mai qui s'appelle De l'amour. Moi, je vous propose qu'on se quitte sur ce message et sur cette chanson. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver de nouveau tous ensemble, justement pour débattre autour de divers sujets. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, en tout cas. Merci bien. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très très vite, je l'espère en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Flag. Au revoir à tous. Au revoir. Radio Stonewall. Témoignage. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Damien Sartran, je suis le président de l'association Mousse. Notre association tente de lutter contre les discriminations liées au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle. Nous avons un groupe de militants qui sont principalement des juristes, c'est pourquoi nous avons deux activités principales. Tout d'abord, nous faisons des procès pour faire avancer les droits des personnes LGBTQI+. Nous avons au moins une 60aine de procès en cours.
Il s'agit essentiellement de faire condamner les auteurs d'actes et de propos homophobes. Nous avons par exemple fait condamner Jean-Marie Le Pen et Agnès Sirigelli cette année. Mais nous engageons aussi des procédures pour faire annuler les réglementations homophobes. Par exemple, nous avons engagé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France pour sa réglementation sur le don du sang des homosexuels. Et à côté de ça, nous avons des sites internet pour informer les personnes LGBTQI+. Par exemple, le site Famille LGBT, qui est une sorte de trousse à outils pour les gays et les lesbiennes qui souhaitent créer une famille, et aussi le site Justice LGBT, sur lequel on peut trouver toutes les informations pour engager une procédure en cas de violence, discrimination ou même de propos homophobes. Merci à vous et bonne journée de lutte contre l'homophobie à tous. Au revoir. Bonjour, je me présente, je suis Allemand Johan, je suis correspondant relais pour l'association nationale reconnue d'utilité publique Le Refuge. Alors Le Refuge est une association LGBT qui vient en aide aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont en rupture familiale, qui sont mis à la porte par leurs parents à cause de leur orientation sexuelle. Le Refuge leur offre un toit, un accompagnement psychologique, parce que l'aide psychologique est quand même très importante quand on se retrouve à la rue du jour au lendemain, et surtout rejeté par sa propre famille. Et voilà, on intervient aussi beaucoup en milieu scolaire, on a l'agrément pour intervenir en milieu scolaire, notamment dans les collèges et lycées, pour lutter contre l'homophobie, le harcèlement scolaire et les préjugés et stéréotypes. Alors cette année a été assez compliquée pour le refuge parce que il y a eu ce confinement, je pense que tout le monde est au courant, et ce confinement a duré très longtemps, et du coup les jeunes qui sont hébergés par leurs parents, certains se sont retrouvés enfermés et confinés avec des parents homophobes, et ce qui veut dire c'est que en fait la ligne d'urgence du refuge, qui je précise est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a été très malheureusement sollicité parce que beaucoup de jeunes se sont retrouvés à la rue, donc nos équipes, en tout cas du refuge partout en France, ont été assez réactifs, et on a hébergé beaucoup de jeunes qui ont très mal vécu cette période de confinement. Malheureusement, en 2020, l'homophobie est encore très présente. Je pense que les chiffres vont pas être forcément très bons, mais voilà, on a encore beaucoup d'agressions, que ce soit physiques ou verbales, qui sont encore très présents aujourd'hui dans la société. On n'accepte toujours pas. Moi, j'ai eu le cas d'un de mes bénévoles qui a été agressé physiquement et verbalement cette année. Il a déposé une plainte d'ailleurs. Donc voilà, je sais que dans mon département, il y a eu des agressions homophobes, une qui a été assez importante. Mais voilà, il faut lutter activement, il faut que toutes les associations luttent activement contre l'homophobie, parce que ça ne peut pas durer, et il faut que la justice soit beaucoup plus sévère pour dissuader les agresseurs. L'année dernière, on avait déjà une hausse très importante. L'année dernière, ça a été une année particulière parce que ça a été une année noire, et il y a eu beaucoup d'agressions homophobes. Après, on répertorie les agressions homophobes, physiques ou verbales, mais il faut savoir que il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont victimes, qui n'osent pas en parler, ou tout simplement qui ne veulent pas en parler. Et ça, moi qui travaille un petit peu dans le cadre associatif avec la justice, et puis les commissariats, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas en parler, et les victimes n'osent pas en parler en fait. C'est un peu tabou, et souvent les familles les proches ne sont pas au courant, donc ça fait qu'il y a des victimes qui sont victimes, et on ne sait pas combien. L'année dernière, on avait déjà une hausse très importante. L'année dernière, ça a été une année particulière parce que ça a été une année noire, et il y a eu beaucoup d'agressions homophobes. Après, on répertorie les agressions homophobes, physiques ou verbales,
Mais il faut savoir que il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont victimes, qui n'osent pas en parler ou tout simplement qui ne veulent pas en parler. Et ça, moi qui travaille un petit peu dans le cadre associatif avec la justice et puis les commissariats, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas en parler et les victimes n'osent pas en parler en fait. C'est un peu tabou et souvent les familles les proches ne sont pas au courant, donc ça fait qu'il y a des victimes qui sont victimes et on ne sait pas combien. Mais effectivement, il y en a beaucoup. On a beaucoup de victimes d'agressions homophobes qui n'osent pas parler. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est d'en parler, même si c'est anonymement, ou même si c'est à quelqu'un de confiance, il faut en parler parce que ce n'est pas légal, c'est pas normal. Il faut accepter. On a tous des différences et on n'a pas choisi. L'homosexualité n'est pas un choix. Donc voilà, pour moi, l'homophobie tue encore aujourd'hui et c'est triste. Mais il faut que les victimes osent en parler. Il faut convaincre les victimes à en parler parce que c'est important et c'est important que la justice fasse son travail envers les agresseurs et le fasse bien. Donc nous, le refuge, on a une ligne d'urgence qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est des bénévoles qui se relayent et qui répondent au téléphone. C'est des bénévoles évidemment qui sont formés parce qu'on peut pas mettre n'importe qui au téléphone. Alors la plupart des jeunes, heureusement, ce sont des jeunes qui ont besoin juste d'une écoute et d'une aide psychologique, qui ne sont pas dans l'urgence d'un toit. Mais régulièrement, évidemment, on a des jeunes qui sont à la rue, parfois dans une situation très compliquée. Et donc, on a ce numéro, et ce numéro, c'est le 06 31 59 69 50. 06 31 59 69 50. C'est une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, pour des jeunes qui ont juste besoin de parler ou des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique et d'un toit. Voilà. Demain je serai déjà loin. Je disparais mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien. Je laisse ma vie derrière moi. En quelques secondes, tout s'en va. Tout s'en va. De l'amour à chaque instant et chaque jour. De l'amour sans limite et sans retour. De l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. De l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Je marche enfin dans Paris. Je n'ai plus peur d'être qui je suis. Qui je suis. Je m'inquiète pour mes amis qui sont perdus dans mon pays. Mon pays. De l'amour à chaque instant et chaque jour. De l'amour sans limite et sans retour. De l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. De l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour, de l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. De l'amour, de l'amour.
jamais ça. Je t'envoie de l'amour à chaque instant et chaque jour. De l'amour sans limite et sans retour. De l'amour, celui qu'on peut vivre au grand jour. De l'amour pour toujours. De l'amour, de l'amour.